tous, merci d'être présents une fois de plus et toujours fidèles à notre émission Micro-Manette. Donc aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir le développeur de Old School Musical à la française et un petit jeu, non, un grand jeu à la française de rythme. Et donc aujourd'hui François va nous expliquer un petit peu toute l'aventure de la création du jeu et aussi un petit peu son parcours et ainsi que celui de son acolyte avec qui il a fondé la boîte qui s'appelle La Moutarde. Et voilà, donc nous allons en apprendre beaucoup aujourd'hui sur un jeu à la French Touch, pardon, comme on aime. Voilà, donc François, c'est à toi. Eh ben, bonjour à tous déjà, je suis très content d'être parmi vous ce soir. Pour parler du coup d'Old School Musical. Alors c'est vrai que nous c'est un jeu qui est sorti il y a un petit moment déjà, puisque c'était il y a 2 ans il me semble, quelque chose comme ça. Ouais. Donc ouais, c'est un jeu qui a déjà vécu, mais qui a eu un développement encore plus long que ça. Donc ouais, ça s'est passé plein de choses, ça va être très intéressant d'en parler. Super. En tout cas, merci encore d'avoir accepté notre invitation et puis d'être là parmi nous ce soir. C'est vraiment un honneur pour nous. On est très content de te recevoir. Et c'est très gentil de m'avoir invité, merci. C'est cool. Ouais, merci à toi d'être venu. Donc du coup, déjà bonjour à tous, c'est déjà bonjour à tous parce que bon... Salut Xav. Voilà, bonjour. C'est pas tout. Voilà. Bonjour. Les habitués, merci. Voilà. Ouais, ça commence à arriver, Monsieur Fredo qui est là. Donc, quels ont été tes débuts, Franco, avec le jeu vidéo? Très jeune? Ouais, c'est vrai que je suis pas si vieux que ça non plus, mais j'ai déjà passé la trentaine, donc ça y est, j'y suis. C'est vrai que quand j'étais gamin, vraiment primaire, arrivé au CP, j'ai commencé à avoir mes premières consoles. Et à l'époque, c'était vraiment pas ce que c'est aujourd'hui. C'est vrai que les jeunes. C'était quoi tes premières consoles? Parce que forcément, c'est pas les mêmes que les nôtres qu'on a eu, forcément. Ouais. Peut-être pas, parce que j'ai eu un peu de retard. Ce qui fait que j'ai commencé avec NES et Mega Drive surtout. Mega Drive. Ah d'accord. Mega Drive, oui. Donc ça va en fait, en génération. Ouais, non mais je viens d'un milieu un petit peu modeste, donc c'est vrai qu'on avait tout le temps un peu de décalage avec les consoles. Donc j'avais souvent la génération d'avant. Jusqu'à la PS2, j'ai eu un petit peu de retard. Ouais. Et du coup, non, j'ai commencé avec surtout la Mega Drive, qui est ma console de cœur, qui est vraiment celle qui m'a donné envie de faire du jeu vidéo aussi. C'est surtout celle qui m'a donné aussi envie de faire un jeu musical, parce que moi je me souviens de laisser la Mega Drive tourner juste pour écouter les musiques dans le soundtest de Sonic, Streets of Rage. Donc du coup, j'avais vraiment envie de rendre hommage à toute cette époque et surtout la musique, parce que on était dans une époque, quand on a sorti Old School Musical, il y avait déjà eu beaucoup de jeux hommages un peu au rétro gaming, mais beaucoup à travers surtout l'esthétique et moins à travers la musique. Et nous, on voulait vraiment mettre la musique au centre de l'expérience, faire quelque chose vraiment qui nous rappelle toutes les bonnes sonorités chiptune de nos vieilles consoles. Donc c'est quelque chose dont voilà, on avait envie très très tôt. Après, voilà, vraiment la Mega Drive, c'est ma console de cœur, mais j'ai eu un peu tout. En plus, j'avais un ami qui était un peu le hipster de la bande, qui avait tout le temps les consoles qui marchaient pas. Donc du coup, j'allais chez lui pour jouer à la Dreamcast, pour jouer à... Donc du coup, il avait Nintendo 64, Dreamcast, enfin, voilà, toutes les consoles qui ont moins bien marché que... L'avantage d'avoir des consoles sur le tard, c'était qu'en fait, tu avais une console d'occasion, certes, ou peut-être neuve, mais en fait, tu avais beaucoup de jeux, peut-être. Parce que tes parents, moi, c'était un peu peur. Mes parents achetaient des jeux d'occasion, justement, aux copains qui avaient largué la vieille console. Et puis, toi, en fait, tu avais une console avec plein de jeux, quoi. Donc, c'était cool. Même si c'était une génération de retard, c'était quand même... Il y a quand même des avantages. Voilà. Ouais, complètement. Puis ça a été un vrai exutoire. Le jeu vidéo, quand j'étais gosse, c'est pas du tout ce que c'est aujourd'hui. C'est difficile d'imaginer qu'il y a une époque où jouer aux jeux vidéo, c'était très mal vu.
On était vraiment le vilain petit canard marginalisé de la bande. Ouais, ce qui est plus du tout le cas aujourd'hui, heureusement. Ah oui, ça on a tous connu ça. On a tous connu nos oncles, ou nos grands-parents ou la famille qui nous regardait un peu avec ton gamin. Faut faire attention parce que sur une mauvaise pente, ils jouent aux jeux vidéo. Faut faire gaffe. Ouais, même ça, à l'école, tout le monde n'avait pas de console. Aujourd'hui, dans tous les foyers, voilà, c'est. Oui, c'est ça. Même les autres enfants aussi n'étaient pas toujours tendres avec ça. Mais on s'est fait un groupe d'amis. D'ailleurs, il y a un de mes plus proches amis d'aujourd'hui que j'ai rencontré grâce aux jeux vidéo au CP. On est encore très très amis aujourd'hui. Il m'avait fait sa liste de jeux qu'il avait pour qu'on se fasse des échanges. Et depuis, on est resté amis. Donc voilà, ça forge quand même des grosses amitiés. Bah oui, quand on dit que le jeu vidéo éloigne et tu sais, marginalise, je suis pas d'accord. Hein. La preuve. Non, c'est clair. C'est vrai que c'était une occupation un petit peu de niche et c'était pas très 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 bien vu. C'est pour ça. Mais voilà, les gens n'étaient pas prêts à l'époque. Bon, les choses changent quand même. Heureusement. C'est clair. La Mega Drive a été vachement. Moi, j'avais connu la Mega Drive avec Shinobi chez une copine à l'époque. C'était terrible, quoi. Shinobi, Outrun et puis Sonic. C'était vraiment les 3 premiers que j'ai découverts. Voilà, c'était une claque terrible, quoi. Ça répond bien d'ailleurs à la question que je vois apparaître. Oui, tout à fait. Streets of Rage. Enfin voilà, la Mega Drive, elle a une quantité de hits qu'on avait pas incroyable. Sur Super Nintendo, quoi. Mais sur Super Nintendo, il y avait le truc qui faisait la balance. De l'autre côté, moi je l'ai acheté, c'était pour Super Mario Kart. Super Mario Kart, voilà. Mario Kart, tu n'avais pas des trucs comme ça. Si tu avais Street Tracer, des trucs comme ça, mais c'était pas pareil, quoi. C'était pas même fun. Nous, quand on était gamin, déjà, on avait remarqué que la Mega Drive avait une certaine maturité, tu vois. Alors que la Super Nintendo, c'était plus familial. Déjà, c'est des jeux plus kawaii, comme ils disent aujourd'hui. Je veux dire, comme tu dis, tu citais Street of Rage, Shinobi, tous ces jeux-là. Ah oui, ils voulaient pas de jeux violents, quoi. Je peux dire c'était violent, mais pour certains, c'était un petit peu ça, quoi. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'au final, je suis plus réceptif à Nintendo aujourd'hui que quand j'étais gosse. Finalement, aujourd'hui, me faire un Mario, j'aime bien. Quand j'étais gosse, c'était pas vraiment mon truc. Moi, j'avais vraiment envie de Mortal Kombat et de l'action, quoi. Sonic et de trucs qui vont vite et qui tapent et où il y a du sang. Donc, c'était pas trop mon délire, la Super Nintendo. J'avais un ami qui l'avait et j'aimais bien jouer à SimCity et à Secret of Mana, tous les RPG de la Super Nintendo. Mais bon, la Mega Drive, pour moi, voilà quoi. Désolé. Ouais, c'est clair. Ah non, mais t'excuses pas. Moi, je trouve ça très bien. Hein. Personnellement, ça me choque pas. Et ce qui est rigolo, c'est que justement, tu dis que la Mega Drive, ça t'a attiré aussi pour sa musique. Elle est tellement décriée et tellement peu appréciée par rapport à la SNES, justement, que c'est curieux que toi, ça t'est. Qu'est-ce qui t'a vraiment frappé dans ce son? C'est le côté criard, c'est le côté, tu vois, un peu. Moi, c'est les grosses basses, vraiment. Ouais, le chip de la Mega Drive, il a un côté un peu dark, sale, crade. Ouais. Un peu underground. Tu parles de Sonic, et c'est vrai que Sonic, la plupart des chansons, il y a une basse qui est assez particulière, qui est propre à ce jeu-là, à cette licence. Ice Cap dans Sonic 3, elle est formidable. Hein. Même le Pledge, comme il disait François, le Street, c'était terrible la musique derrière. Hein. C'était hallucinant. Ah bah oui. Je l'écoute encore, c'est encore dans mes playlists. Ah ben oui, c'est normal. Faut dire, elle est tellement bien. Mais même sans aller aussi loin, tu tapes dans un Outrun, je suis désolée, enfin, ça le fait. Hein. Ouais. C'est clair. Ouais, la Super NES Amiga 500, ouais, quand même, on va pas dire ça, la pauvre. Il y aurait eu difficilement Mario Kart sur Amiga 500, quoi. Ils n'ont pas fait trop de mode 7 ou des choses comme ça. C'est des choses qui font la différence. Mais étonnamment, on voit plus aujourd'hui sur les homebrew, les trucs comme ça, on voit plus de développement sur la Mega Drive que sur la Super Nintendo. Ça revient bien. Le développement de la Mega Drive revient beaucoup. C'est vrai que autant à l'époque, on pouvait dire que c'était pas trop, c'était un petit peu le vilain petit canard à Mega Drive par rapport à Super NES, mais je trouve qu'elle a gagné ses lettres de noblesse aujourd'hui. On voit tout ce qui qui sort de la scène indépendante actuellement. Et voilà, c'est chez Sega que ça se passe, quoi. Et oui. Donc voilà,
C'est pas pour rien. Ah oui, c'est vrai, bien sûr. Il a tout à fait raison. Moi aussi, c'était un peu ça. Le pad Mega Drive à 3 boutons, c'était compliqué pour les jeux type Street Fighter. Et c'est ça, moi, qui m'a fait pencher à acheter une Super Nintendo parce que, bah, voilà, là, tu vois, Street Fighter, jouer sur Super NES avec la manette Street Fighter, c'était allé très bien. Sur Mega Drive, c'était pas évident, quoi. Il n'y avait pas encore la manette 6 boutons. Non, mais il y avait le pad, hein. Enfin, il y avait le joystick. De base, quand le est sorti, il y a le bouton n'existait pas encore, hein, je crois. Non, mais sauf que la manette à 6 boutons, tu avais le stick arcade sur la. Que tu oui, mais il fallait racheter, il fallait réinvestir. Ah, bah oui, quand on aime, on compte pas. Mais oui, c'est ça. Bon, alors, du coup. Et du coup, en fait, des jeux musicaux, il y en avait sur Mega Drive. Je crois pas que ça a commencé sur Mega Drive, vraiment les jeux musicaux, non? Moi, non, je dirais plutôt vraiment PlayStation. PlayStation, hein. Ouais, Pas The Rapper. The Rapper, Busta Groove, Enjammer Lemmy. Il y en avait. C'est là où on a vu la déferlante nippone, parce que c'est vraiment le style de jeu propre au Japon, quoi. Nous, on n'avait pas ça à l'époque, quoi. Donc c'est. Mets ton micro un tout petit peu plus fort, Xav. Comme tout à l'heure. C'est mieux là. C'est mieux là. Un petit peu. Ouais. Okay. Et justement, oui, c'est la passion pour la musique qui t'a mis justement là-dessus, quoi, en fait, qui t'a mis sur les rails de faire un. C'est toi qui as eu l'idée de faire ça Ouais. En fait, j'étais encore à la fac. Moi, j'ai pas fait d'études de jeux vidéo du tout. J'ai fait un DUT informatique spécialité génie logiciel. J'ai eu la chance quand même d'avoir un professeur qui s'est attelé à nous donner des cours de jeux vidéo. À l'époque, c'était sur XNA, qui était le framework pour faire des jeux sur Xbox 360 et PC. D'accord. Et, et du coup, mes premières expériences, ça a vraiment été ça avec le développement de jeux vidéo, mais ma formation était quand même vraiment très orientée développement logiciel. J'ai fait une année de fac après, vraiment pas du tout jeux vidéo. Mais ça a commencé à germer déjà Old School Musical à ce moment-là, et du coup, pendant les cours, je griffonnais les designs des héros. J'avais envie de faire ça, vraiment de faire un jeu de rythme. J'ai beaucoup poncé Stepmania. J'ai même fait des musiques pour Stepmania. Ah ouais. C'était des musiques pour le jeu. Donc du coup, j'avais déjà une expérience comme ça avec le jeu de rythme, et j'avais vraiment envie de faire mon propre jeu de rythme avec cette ambiance chiptune, tout ça. Et surtout, j'avais envie de quelque chose de très scénaristique. D'ailleurs, le premier nom du jeu, c'était 8-Bit The Musical. Après, ça s'est renommé Old School Musical. Mais il y avait depuis le début cette envie de faire quelque chose de un peu comédie musicale, qui raconte vraiment quelque chose. Il y a des bouts un peu autobiographiques dedans. J'avais envie vraiment de raconter Mon histoire. Voilà, des choses un petit peu personnelles, mais noyées dans une folie humoristique. Mais voilà, très tôt, il y avait cette envie de faire un jeu de rythme avec un scénario et de faire ce jeu. Après, ça a énormément évolué, parce qu'entre le moment où j'ai griffonné les premiers persos et le jeu final, je crois qu'il s'est passé 8 ans peut-être. Le jeu, on l'a fait une première fois, on l'a abandonné, on l'a refait de zéro, on n'a rien repris quasiment de l'original. On a tout refait de zéro. Voilà, ça a été un peu compliqué, surtout qu'on avait tous des travails à côté. Je travaillais au tout début du développement d'OSM. J'ai essayé de monter ma boîte, et puis ça ne marchait pas assez bien, donc j'ai travaillé à McDonald's. Après, je suis allé travailler dans une boîte de web marketing. On faisait des robots pour Google, pour Facebook. Je dirigeais une équipe tech dedans. Et en parallèle, en fait, sur notre temps libre, tous, on faisait Old School Musical, et donc ça faisait des doubles journées, parce qu'on avait la journée de travail et puis la seconde journée qui commençait dès qu'on rentrait à la maison. Ça a été un rythme assez infernal, ce qui fait que quand le jeu est sorti, on a mon associé et moi, du coup, on a monté la boîte et on a quitté nos tafs. Alors lui, il était à temps plein sur OSM à ce moment-là, mais moi j'ai quitté mon taf et on s'est lancé à temps plein sur le studio pour assurer la sortie du jeu, et puis pour préparer la suite aussi, pas la suite d'OSM, mais en tout cas la suite de la vie du studio. Donc voilà, c'était une aventure long terme, quoi. D'accord.
Et moi, j'avais une question par rapport au jeu. Comment vous avez choisi les titres références? C'était un commun accord ou c'est chacun a mis un peu sa touche? C'est un mélange de plein de choses en fait. Il y a même des niveaux qu'on a fait, qui ont été abandonnés et qui ont même été abandonnés très très loin dans l'implémentation. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux qui existent, qui sont jouables, mais qui sont pas dans le jeu. Parce qu'ils n'étaient pas assez quali, parce que ça matchait pas. Et il y a des niveaux qu'on voulait vraiment faire et on n'a jamais trouvé le bon match. Parce qu'en fait, le problème, c'est que on avait envie de rendre hommage à plein de choses. Par exemple, il n'y a pas Sonic. Mais on pas Super Metroid, non. Ouais, mais il y a plein de jeux comme ça où on avait vraiment envie de le faire et en fait, on n'a pas trouvé la bonne idée pour que ce qui se passe en rythme match avec le fond, que ça fonctionne vraiment bien. Ça arrive dans l'histoire. Ouais. Comme là, Outrun, ça matche bien. Outrun, ça matche. Outrun, il y a Super R-Type aussi que vous avez fait un moment. Ouais, il y a plein de choses, mais en tout cas, voilà, il y avait un niveau Streets of Rage aussi. Oui, c'est vrai. Dans le post-mortem. Il y a vraiment beaucoup de choses en fait qu'on a abandonné. Mais non, à chaque fois qu'il a fallu décider d'une ambiance, ça s'est fait un petit peu naturellement. On proposait des idées et surtout il fallait qu'il y ait des idées de gameplay qui matchent derrière. Voilà, c'était surtout ça. Après, il y a des niveaux qu'on a abandonnés de gaieté de cœur. Il y a un niveau où on est allé très très loin, mais où malheureusement il s'est passé 2-3 choses, on n'a pas pu le faire, mais c'est un niveau Mortal Kombat. Et en fait, on a fait une petite erreur pendant le shooting, parce qu'on avait fait des shootings fond vert pour faire des sprites comme à la grande époque de la digitalisation, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, ça a été. Alors ça, voilà, ça c'est les images de la refonte. Ça, c'est la première version du jeu à gauche et la version finale à droite. Ok. Ouais, en isométrique, t'es passé du truc vidéo. Ah ouais, là comme du ça. Ouais. Et du coup, Mortal Kombat, ouais, Mortal Kombat, on avait fait un shooting. On avait trouvé un ami d'un ami qui est atteint de nanisme pour faire Tib. Donc on avait dessiné, on avait cosplayé du coup un nain et un pote très grand en ninja blanc pour faire Tib et Rob. On les avait digitalisés et tout. Et en fait, une fois qu'on avait tout fait, on s'est rendu compte qu'on avait oublié 3-4 animations et en fait impossible de re-shooter le truc. Donc on a là par contre c'est flagrant quoi. Là le boulot là-dessus, là c'est flagrant. Là, ouais. C'est vrai que. Ouais, il y a eu beaucoup de. Il y a eu beaucoup de choses. C'était pas le même graphiste d'ailleurs. Du coup, en 2012, c'était un ami de fac et en 2018, c'est mon associé actuel du coup qui a fait des études de graphisme. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus pro. Et oui. Et le temps pour accoucher du bébé, ça vous a pris combien de temps exactement? Toi, entre le moment où tu t'es dit, allez, je vais faire ce jeu-là, et jusqu'à sa sortie. Ouais. Il s'est passé 8 ans en fait. Hein. Ah ouais. Parce que 2012 déjà, c'était déjà pas mal avancé. On avait déjà fait des conventions pour présenter le jeu. C'était pas du tout le gameplay qu'il y a actuellement, mais ouais, non, il s'est passé 8 ans. Après, entre le moment où on a vraiment repris le projet de zéro et la version finale, il s'est passé 3 ans, je crois. Quelque chose comme ça, sur notre temps libre pendant 3 ans. Là, vraiment, alors, ça c'est important de dire sur le temps libre. Sur le temps libre. Ouais. Sur le temps libre. C'est pas tant que ça quand tu penses sur le temps libre. Ouais. Alors après, on avait des grosses journées de temps libre. C'était vraiment infernal. Et du coup, vous l'avez présenté sur les salons? Là, c'était sur un salon, non? C'était où ça? C'était un salon? C'est ça, Japan Expo, cette photo-là. Japan Expo, d'accord. On a fait globalement à peu près tous les salons de France, déjà parce qu'on voulait des retours, déjà parce qu'il n'y a personne de l'équipe d'Old School Musical qui avait d'expérience dans le jeu vidéo. Donc du coup, on voulait des retours pour être sûr de faire un jeu qui plaise. Et puis en plus de ça, c'était intéressant aussi pour commencer à faire du relationnel presse, encore une fois, parce qu'on connaissait personne. Donc du coup, on a rencontré énormément de monde. On était plutôt doués pour la production de goodies, pour attirer la presse, pour faire des kits presse un peu quali avec nos petites mains. C'est à Paris Game Week, un petit peu avant la sortie du jeu, où on a fait un kit presse qui est une imitation d'une boîte de NES avec un petit lecteur MP3 en forme de cassette audio dedans.
vache, génial ça. Trop cool. Donc, ça avait plutôt bien marché sur la presse. Est-ce que il tu as y a les photos un peu plus bas. Ah bah oui, il y a des photos. Si vous pouvez les mettre. Les photos. C'est moi plus jeune. Ah ouais. C'est moi plus jeune. Enfin, ça va, Ça c'est va. pas bien non plus. Hein. Ouais, non, il n'y a pas beaucoup d'écart, ça va. Avec Marcus qui nous a énormément aidé d'ailleurs aussi pour plein de choses. Oui, chaque fois. Il a kiffé votre jeu. Ouais, on l'a vu plusieurs fois. Bertrand Amar, pareil, il nous a beaucoup aidé, il nous a mis sur des plateaux télé. Aussi. Ouais, on a eu énormément d'aide aussi de Fred Zolf. En fait, Old School Musical, ça a été une aventure formidable. C'est mon associé qui est un peu en panique. Comme vous pouvez le voir, c'est pas lui qui répond aux interviews la plupart du temps parce que voilà. Il a un coup de pression. Il est un petit peu paniqué devant les caméras. Mais non, c'était vraiment une super aventure parce qu'en fait, on n'avait pas de budget, on n'avait rien en fait. Vraiment, on n'avait pas de réseau, pas de contact, pas de, enfin voilà, on n'avait vraiment rien du tout. On a tout fait de zéro et en fait, on a eu énormément d'amour en fait. C'est ça qui est génial avec OSM, c'est que c'est un jeu qu'on a fait vraiment par passion. Et oui, il y a eu une version Vita à un moment, c'est vrai. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et elle était faite, elle est entière, version Vita, ouais. Non, elle tournait à un moment vaguement, mais dommage. sur un niveau abandonné d'ailleurs. Ce niveau-là n'est pas dommage. C'est dommage. Mais ouais, non, du coup, on a eu vraiment énormément d'amour et énormément de bons retours. Il y a Dame qui nous a beaucoup aidé, Mister MV avec qui on a même fait un DLC. Enfin voilà, on a eu vraiment trop d'amour de tout le monde. Ça a été vraiment une super aventure pour ça. Ça nous a mis vraiment le pied dedans et c'était trop bien. La Vita, elle s'est prise carrément aussi là-dessus, quoi. C'est clair. Ah bah oui, c'est clair. Ouais, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé à je crois 8 mois de la sortie du jeu, un truc comme ça, 6 mois. Et la Nintendo Switch est sortie. Et la Nintendo Switch, elle a changé ma conception de ce que je voulais faire avec OSM. Quand je l'ai eu dans les mains, en fait, la Switch, je l'ai acheté Day One et je me suis dit, en fait, c'est la console pour OSM. C'est la console. Surtout que la Vita est un fin de vie, quoi. Donc, oui. Je sais, aujourd'hui, c'est con à dire, mais aujourd'hui, si tu joues avec une PSP, t'as la classe. Si tu joues avec une Vita, t'es un ringard, quoi. T'as un mec qui a rien servi. C'est con à dire. Moi, je l'emmène souvent encore. Moi, je l'emmène de temps en temps encore, ça m'arrive parce que du coup, tu mets plein de. Ben oui, tu peux tout faire dessus. D'émulateurs et tout, et je trouve que c'est la meilleure console pour le rétro. Ah ben moi, la Vita, je l'amène partout. Je l'amène partout, la Vita. Et quand les mecs me disent tu joues à quoi sur moi, je suis tel jeu sur Vita. Le mec m'attend, tu joues encore à la Vita. Je dis, mais moi, tu joues bien à la Super NES. Ouais, mais la Super NES, c'est classe. Okay. Ah bon. Ouais, d'accord. La Vita, c'est une pure machine, sûrement. En plus, le premier modèle, il est magnifique, quoi. Le hardware est vraiment bien. Ça, c'était le premier gameplay d'OSM. Ça ressemblait à Project Diva. C'est sympa. Du coup, et la moutarde, d'où ça vient ce nom? C'est de Dijon ou c'est une passion pour la. Eh bah oui. Une passion pour la cuisine. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc voilà. Bah t'aurais pu t'appeler Pinard, je sais pas. Non, bah c'est juste que quand je suis arrivé à Montpellier, en fait. Donc moi, comme je l'ai dit avant, le jeu vidéo, j'ai mis les mains dedans parce que j'adorais ça, mais c'est pas du tout les études que j'ai fait, c'est pas du tout le travail dans lequel je suis allé. Mais quand je suis arrivé à Montpellier, en fait, j'ai découvert l'écosystème qui est à Montpellier avec cette centaine de studios qu'il y a. Vraiment, c'est incroyable. Et surtout, ce qui est incroyable ici, c'est l'entraide. En fait, il y a une bienveillance envers les studios. Il n'y a pas du tout de concurrence, de choses comme ça. On s'entraide énormément. Il y a beaucoup de partage de connaissances. Et nous, quand on est arrivé, on avait des problèmes avec le moteur qu'on utilise. Et les gens, il y a des gens de studios qui n'avaient pas que ça à faire, qui sont venus nous aider pour résoudre des bugs, alors qu'on était vraiment personne. On était les pécores du jeu vidéo. Donc, on venait de la campagne bourguignonne et on était personne. Et en fait, tout le monde a été bienveillant avec nous et nous a permis de sortir OSM aussi, c'est grâce à tout ça. Aujourd'hui, on essaie de le rendre. Ça. Et ça, en fait, c'est un niveau. Ça, c'est un niveau. C'est quoi ce niveau-là? Il est dans le jeu, ce niveau-là? Non, ça, c'est un niveau abandonné aussi. D'accord. Ça a l'air de un petit peu trash, mais ça devait vachement sympa. En fait, le problème, c'est que il faisait pas vraiment référence à grand-chose. En fait, on l'avait fait un peu au début du projet. Et en fait, quand on le voyait, il se mêlait pas bien à l'histoire, ça marchait pas très bien. Donc, on l'a juste retiré. Mais il y a des gens sur des salons qui ont joué. Mais voilà, c'était votre ancien graphiste qui a fait ce niveau-là?
c'était un mix de Mm. notre ancien et du nouveau. D'accord. Mais ça, c'est un très vieux niveau. Hein. Ça date vraiment des premières versions du jeu. D'accord. Et alors, maintenant, parlons musique. Pardon, Christophe. Non, c'est moi, c'est moi. Non, je disais, parlons musique. Comment avez-vous rencontré votre ingé son? Comment vous avez calé les sons? Enfin, tu vois, le parti maintenant, on a parlé de la partie visuelle, enfin, de la partie story, et maintenant, la partie son, parce que c'est quand même l'essentiel de votre jeu. Ah bah alors, je vais dire un mot qui va être incroyable, mais c'est Skyblog. Et ouais. D'accord. Skyblog. Voilà. Comme quoi, tout arrive. Tout à fait. Skyblog. En fait, quand j'étais au lycée, j'avais un Skyblog sur lequel j'écrivais et qui est encore en ligne, mais je ne donnerai pas l'adresse. Et du coup, j'ai rencontré un ami dessus qui est venu me parler et qui est devenu mon ami après. Et c'est lui qui a fait la musique du jeu. Voilà. Donc, on s'est rencontrés sur Skyblog, on s'est vu au lycée après et c'est resté mon ami. Et il s'avère que c'est un compositeur de génie. Il est vraiment incroyable. Ouais, donc c'est avec lui qu'on a voulu travailler. La BO, elle est géniale. Ouais, la BO, c'est terrible. Quoi. Ouais. Et je veux pas trop m'avancer sur la BO du prochain jeu, mais c'est toujours lui qui travaille avec nous sur la BO du prochain jeu. Ça n'a rien à voir avec on change pas l'équipe qui gagne, la preuve, ça fonctionne du feu de Dieu, quoi. C'est terrible. Et après, du coup, on a voulu travailler aussi avec des artistes qu'on aimait beaucoup sur l'univers chiptune. Donc, c'est pour ça qu'on a invité Dubmood, qu'on a invité Zabutom. Voilà, donc tous les invités d'OSM, on les a invités parce qu'on les aimait beaucoup. Il y a eu la collab avec Toriana aussi. On a sorti un DLC avec elle, que j'ai eu d'ailleurs l'honneur de rencontrer à Tokyo. C'est une personne absolument géniale et puis surtout j'écoutais déjà sa musique, en fait j'adorais ce qu'elle faisait, donc c'était vraiment, on avait vraiment envie de travailler avec elle. Et Mister MV, c'était pour le délire, c'est quelqu'un avec qui ça a matché tout de suite avec OSM. Oui, puis en plus c'est un musicien aussi, lui. Ouais, c'est ça, il avait déjà fait des BO de jeux avant d'être influenceur. Et donc du coup ça correspondait bien, et à un moment à force qu'il fasse des lives sur OSM, on lui avait un message en lui disant mais tu veux pas faire un petit DLC avec nous? Donc voilà, on a clôturé d'ailleurs les DLC du jeu avec Mister MV. C'était hyper cool. Et il est sympa? Il est super sympa. C'est vraiment, c'est un bel humain, quoi. C'est pareil, ça fait partie des gens qui nous ont énormément aidés gratuitement, en fait. MV, on l'a pas payé pour la moindre vidéo. D'ailleurs, on n'a payé personne pour la moindre vidéo. On n'avait pas d'argent. Donc, on a essayé d'attraper tout le monde en leur disant regardez, notre jeu, il est bien. Regardez, il est bien. Et il y a plein de gens. Il y a Link aussi qui a fait des vidéos. Enfin, vraiment, il y a plein de gens qui ont fait des vidéos dessus et qui nous ont énormément aidés. Et c'était trop bien, quoi. Ouais, c'est clair. Mais c'est un bon parcours, quoi. Et au début, la moutarde, la société, vous l'avez créée de suite ou peu de temps après, ou avant la sortie? On l'a créé officiellement à la sortie du jeu, vraiment un mois avant la sortie du jeu, mais on a commencé à communiquer sur le nom et à faire la DA de la boîte et tout bien avant. Je dirais peut-être 2 ans avant. Mais l'officialisation, en tout cas, ça s'est fait juste à la sortie du jeu, parce qu'on savait pas où on allait, en fait. Quand on a fait OSM, oui, non, on ne savait pas si ça allait se faire. Ça arrive de créer une boîte si. Ouais, c'est ça. On s'est dit, on sait pas si. Puis même, est-ce qu'on va vraiment quitter nos tafs, en faire notre métier? Est-ce que ça. C'est la période un peu charnière, un peu délicate, quoi. Toujours. Voilà, la fracture, on la fait ou on la fait pas, et voilà, quoi. C'est toujours le moment. Et après, bon, avec l'accueil que vous avez eu sur les différents salons, Paris Games Week, et tout comme ça, il n'y avait pas de doute à avoir. De toute façon, c'était sûr que c'est ça, c'est que plus on se rapprochait de l'échéance de la sortie du jeu, et plus on se disait, mais c'est ça qu'on a envie de faire. Et puis, enfin, on pouvait plus tenir le rythme. C'est le genre de rythme que tu peux tenir quand tu es jeune, et voilà. Mais au bout d'un moment, avec le temps qui passe, c'est plus possible de faire des journées de 12 heures de travail, 14 heures de travail. Enfin, je sais que je me levais le matin, j'allais au travail, je revenais, je finissais, il était 1h, 2h du mat. Et hop, le lendemain, on réenchaînait. Des fois, on travaillait tout le week-end. Ça nous est arrivé de faire des jams sur le week-end pour terminer un niveau où on dormait quasiment pas, du coup. Donc, non, c'était vraiment rigolo. Donc, en fait, il est sorti sur Steam, sur Switch, c'est tout? Juste Steam, Switch?
Non, après on a sorti une petite version mobile Android iOS qui contient juste le mode arcade. C'est tout ce qu'on pouvait faire avec le code du jeu facilement. On pouvait pas intégrer le mode histoire, c'était pas possible parce que il y a des choses qu'on n'avait pas prévues pour. Ça fonctionnait juste pas, quoi. Et on n'avait pas le temps de refaire un jeu, de refaire du gameplay, de refaire des choses parce qu'on travaillait déjà sur le prototype du prochain jeu. Donc c'était dur un peu de faire les deux en parallèle, mais on a quand même sorti cette petite version mobile pour tester un petit peu. Et aujourd'hui, pour sortir justement un jeu chez Nintendo ou sur Steam, c'est qui le plus embêtant? C'est quoi le plus dur? Parce que c'est pas évident, quoi, les plateformes là. Alors, plus embêtant, c'est forcément les consoliers. Donc, que ce soit Nintendo, Sony ou Microsoft, c'est forcément le plus dur parce que la plateforme est ce qu'elle est et du coup, il y a des règles à respecter. C'est pas juste des règles liées à la ligne éditoriale, c'est des règles très techniques. Il faut que quand la manette se déconnecte, il se passe ça. Il faut que quand le joueur il aille dans tel menu, il faut implémenter tout ce qui est page de magasin, les trophées, les trucs. Donc il y a énormément de choses en fait. Beaucoup plus de choses chez les consoliers, beaucoup plus de règles très strictes qu'il y a sur Steam, sur PC où c'est complètement libre. Pareil, si tu veux faire du réseau, nous c'est pas le cas sur OSM, mais si tu veux faire du réseau, faut faire valider tous ces appels réseau et tout parce que c'est des systèmes fermés, protégés. Donc il y a une couche de complexité qui est démentielle chez les consoliers, donc ça reste de toute façon le plus dur à faire, c'est les portages console. Et en plus, c'est des portages sur des matériels qui sont un peu limités, surtout la Switch, qui est scalée. Donc là où sur PC, c'est un peu freestyle, sur les consoles, c'est très cadré, très dur. Ouais. Mais je pense que ce que je voulais dire, Chris, c'est l'autorisation en fait. Ça a pris du temps pour que Nintendo dise oui. Ou est-ce que parce qu'on voit beaucoup de paquets de jeux pourris sur le store de la Switch, tout ça, est-ce que ça a été compliqué d'avoir leur agrément, leur autorisation, ou bien ils ont été ça a été rapide, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors nous, on a la chance d'avoir rencontré les bonnes personnes. J'insiste vraiment là-dessus, c'est une chance parce que quand tu sais pas du tout où tu mets les pieds dans le jeu vidéo, tu as une quantité de boîtes qui essayent de t'arnaquer, de voler de ta propriété intellectuelle. C'est infernal. Vraiment, ceux qui font des jeux, faites très attention aux contrats que vous signez parce que c'est infernal le nombre de boîtes qui sautent sur l'occasion et qui essayent de tout voler. Donc nous, on a eu énormément de chance parce qu'on n'y connaissait rien et on est tombé vraiment sur les bonnes personnes. L'un des plus gros distributeurs de France du jeu vidéo qui s'appelle Plugin Digital, qui travaille un peu dans l'ombre de plein de boîtes en fait, qui fait la distribution. Ouais, et du coup c'est eux qui nous ont eu les accès. En fait, on les a appelés, on leur a dit on veut un dev kit Switch et puis ils nous ont fait ils nous ont envoyé un dev kit Switch. Parce que le dev kit Switch, déjà, après faut le payer bien sûr. Un dev kit. Oui, alors après il est pas cher du tout. Tu le loues, non? C'est une location? Non, tu le payes. Tu le payes. D'accord. Ok. Mais justement, après, pour le mettre sur le store, tu payes aussi après à partir de là? Ils prennent. Non, pas sur Switch, je crois pas. Alors après, peut-être que mon éditeur paye des choses, mais nous, en tout cas. Après, il faut l'approval de Nintendo, mais aujourd'hui, l'approval de Nintendo, il signifie pas grand-chose en fait. C'est comme à l'époque de la Super NES où c'était très compliqué pour avoir le seal of quality, tout ça. Donc maintenant, ils ont ouvert les vannes trop d'ailleurs. Donc ce qu'ils faisaient à l'époque de la Wii U, c'était pas mal parce que ils avaient ouvert les vannes pour les indés, mais il y avait quand même de la sélection. Aujourd'hui, il y a plus aucune sélection. Toutes les vannes sont ouvertes et on voit en effet des trucs terribles qui pop. Et c'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, le store de la Switch, il a la même qualité que le store de Steam. C'est-à-dire quasiment aucune qualité du tout. Il y a la poubelle, hein. Il faut faire le tri. C'est ça le truc. C'est qui est dommage. Vous êtes noyé entre les. Et tu parlais justement de propriété intellectuelle. Vous n'avez pas eu des soucis parce que c'est clair qu'il y a de certains niveaux, Megaman, Metal Slug, tout ça, on reconnaît. Vous n'avez pas eu des soucis par rapport à ça? Ouais, mais Tortue Ninja, vous n'avez pas eu des soucis par rapport à certains éditeurs ou créateurs qui ont dit t'es gentil, tu reprends le skin de mon level ou de mon perso, tu le modifies un peu. Et tu vois ce que je veux dire? Vous n'avez pas eu des soucis vis-à-vis de ça? On nous a posé souvent cette question, des fois de façon plus agressive. On nous a dit c'est un copier-coller. Et en fait, le truc, c'est que si tu mets.
Ouais, si tu mets le jeu d'origine à côté d'OSM, ça a rien à voir en fait. Mais on a à chaque fois trouvé, voilà, on a à chaque fois trouvé ce qui faisait l'essence de l'ADA. C'est Anthony, le graphiste, qui a trouvé ce qui faisait l'essence de la direction artistique du jeu d'origine. Et en fait, c'est sur des détails qu'on vient rappeler ce que c'est. Et du coup, c'est complètement inattaquable. D'ailleurs, on n'a jamais reçu le moindre message de. D'accord, ouais. Parce que c'est inattaquable. Ouais, c'est ça. On reconnaît le jeu. Ça a été assez subtil pour qu'on reconnaisse la ref sans que ce soit spoilé, enfin pas calqué, quoi. Tu vois, c'est ça. Il y a un seul truc qu'on a dû changer. Il y a un niveau où il y a la musique qui est très connue pour être la musique de Tetris, mais qui est à l'origine un chant traditionnel russe. Et en fait, dans le niveau, il y a aussi des blocs en forme de blocs de Tetris. Et en fait, c'est interdit de faire les deux en même temps. C'est-à-dire, il faut tu peux mettre la musique de Tetris dans un jeu, tu peux mettre les blocs de Tetris dans un jeu, mais les deux en même temps, tu peux pas. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est que les blocs de Tetris, il y en a aucun qui a la vraie forme des blocs de Tetris. C'est des carrés. Ils n'ont pas la disposition des blocs de Tetris, et ça fonctionne. Et même la musique de Tetris, elle est réinterprétée au début. C'est pas tout à fait. Après, oui, l'air. On a pris le chant traditionnel russe et on l'a retravaillé. Ouais, on reconnaît, mais je savais pas que ça vient d'où. C'est pas Jitnov, c'est. Parce que c'est assez rare d'entendre ça que Tetris, c'est vachement protégé, quoi. Ouais, en fait, c'est le KGB, ça. Ubisoft qui avait eu des petits problèmes avec Rayman, il me semble. Rayman Origins, à la fin, il y a un easter egg, je crois, avec. Je crois que c'est le générique de fin ou quelque chose comme ça. Et ils avaient eu des problèmes légaux où ils avaient dû faire face à ça. Et du coup, ça a créé cette règle de pas la musique et les tétrominos de Tetris en même temps. Il faut le droit de séparer les deux parce que c'est dans le domaine libre de toute façon. Bah oui, c'est ça. Tu peux pas protéger des formes de trucs et tu peux pas protéger dans le droit, justement, la musique libre. Je crois que dans le droit, par rapport au visuel, c'était Astrod qui m'avait dit que si en fait on change même des couleurs, par exemple la salopette de Mario, on la met en violet, et ben directement en fait on peut pas trop vraiment attaquer le truc parce qu'en fait on a changé la palette de couleurs. Si c'est pas une réinterprétation. Alors après, le problème c'est que ça dépend aussi des pays, donc faut se méfier un peu, surtout quand tu sors à l'international. Faut se méfier un peu de la législation dans certains pays dans lesquels tu vas sortir. Mais là, nous, on était vraiment trop loin de tout pour être attaqué. Et en fait, moi, je le prends comme un compliment quand les gens disent c'est un copier-coller. Ben, je dis c'est super cool, ça veut dire qu'on a vraiment saisi l'ADN. L'essence du truc. Mais regarde, même dans le premier niveau, quand les deux persos là, ils se baladent, c'est le tuto. Hein. T'as un moment, moi ça m'avait marqué, ça m'avait fait rigoler. Dans un décor dans l'herbe, là, t'as le crâne de Pikachu qu'on reconnaît bien, mais là c'est pareil. Non, mais non, mais pas du tout. C'est le crâne d'une souris. Oui, bien sûr. Lambda. Oui, et c'est le crâne. Voilà. Donc on peut pas dire c'est Pikachu, non, c'est. Et non, c'est le squelette. Hein. Ouais. Non, mais c'est ce genre de détail où on a glissé des choses, mais toujours sur le fil du rasoir, en se disant voilà, ça c'est ok. C'est vraiment un et pareil pour la musique. La musique, il y a un gros travail aussi pour trouver l'essence de ce qui fait certaines musiques. Par exemple, dans les premières cutscenes, il y a la musique de Pokémon. On dirait vraiment la musique de Pokémon. Oui, en fait, quand il y a le combat avec la mer. Ouais. Ouais. Mais en fait, tu fais n'importe quelle musique qui commence très nerveusement en faisant et en fait, c'est la musique de Pokémon. Oui. Voilà. Ah c'est ce que j'allais dire. Oui, il y a une partie comme ça qui ressemble à Zelda. Oui. Zelda 3 quoi. Excellent. Metal Gear. Metal Gear, ouais. Ah, j'adore la musique dans ce niveau-là, elle est trop bien. D'ailleurs, la musique du niveau Metal Gear, elle a été faite avec le clip de la Mega Drive. D'accord. Voilà. C'est pour ça, tu vois, il y a des choses qui se contrôlent pas. Enfin, c'est ça à savoir. Il n'y avait pas aussi une petite ref à Secret of Mana à un moment? Alors là, c'est possible. Dis-toi que, alors déjà, c'était il y a longtemps. Et en plus de ça, je suis pas le seul à avoir. C'est-à-dire que le graphiste, il a glissé des trucs dont même moi aujourd'hui, je suis pas sûr d'avoir la connaissance parfaite de tout ce qu'il lui a mis. Donc je saurais pas dire. Je peux dire la référence principale de tous les niveaux, mais après, il y a des détails qui. Et dans l'ordre, pour ceux qui connaissent pas le jeu, alors c'est quoi les grosses références que vous avez mis par niveau, à peu près? Alors, ce qu'on voulait vraiment, c'était avoir un voyage dans
ce qu'était le jeu vidéo de mon enfance. En fait, le but c'était vraiment ça, c'était de retracer un peu tous les univers avec deux frères qui essayent de s'échapper dans les jeux vidéo et à travers les jeux vidéo, voilà, avec cette quête en fil rouge. Donc on voulait ça et du coup, alors c'est une très très mauvaise idée de prod. C'est-à-dire que aujourd'hui où on a une entreprise et où on paye nos salariés, je ne reprendrai pas cette décision-là de refaire tout de zéro toutes les 10 minutes. C'est-à-dire que toutes les 10 minutes, l'univers change complètement. Donc, il faut refaire les décors, il faut refaire les sprites, il faut refaire le gameplay, il faut tout refaire de zéro. C'est infernal et c'est une très très mauvaise idée de prod. J'insiste là-dessus. C'est le genre de choses qu'on peut se permettre quand on fait ça sur notre temps libre et que c'est marrant. Quand on doit payer des gens pour le faire, c'est pas une bonne idée du tout parce que ça sera jamais rentable. Mais l'idée c'était de changer d'univers toutes les 10 minutes. En gros, donc il y a 2-3 musiques grand maximum par univers et pouf, ça change. Et on passe d'univers 2D à la Megaman, il y a Tortue Ninja, il y a des vidéos aussi avec Pokémon, Zelda, Metal Gear. Et après, il y a même un niveau du coup en 3D ISO qui est inspiré de Breath of Fire 3. Donc là on est plus sur l'univers PlayStation, mais j'avais envie d'aller jusqu'à l'univers PlayStation parce que c'est un gros bout aussi de ce qui m'a construit en tant que joueur. C'est ça. Donc c'était important qu'on trace vraiment tout ça parce que c'est ce qui m'a construit et je voulais vraiment faire référence à tout ça. Et ça vient quoi cette passion ça vient d'où cette passion pour les poules? De Zelda? C'est ça, il y a un truc en Bourgogne, un truc comme ça, pareil, lié aux poules Même pas. C'est juste une blague qui est partie trop loin, en fait. En fait, on a fait ce niveau avec les poules, qui est le dernier niveau. On a fait le boss poule, voilà, c'était marrant. Et puis, en fait, on s'est retrouvé à quelques mois de la sortie du jeu avec beaucoup trop de musique. C'est-à-dire, on avait 20 niveaux dans le mode histoire et on avait 50 musiques. Et on s'est dit, c'est dommage, on va en jeter 30 à la poubelle, personne ne les aura jamais, c'est dommage. Et donc on s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas les caler dans le jeu comme ça? Et c'est comme ça qu'on a créé le mode de jeu basé sur le niveau, parce que c'était le plus facile à étendre, et c'était celui sur lequel on s'est le plus éclaté en fait. Le niveau qu'on a le plus aimé faire, c'est celui-là, et du coup on s'est dit, bah vas-y, on va faire un mode de jeu entier, basé sur ce truc-là, avec des tas de poules, et en fait c'est parti en couille. Moi ça m'a fait marrer. Ça m'a fait marrer parce que j'ai joué un petit peu cette semaine et moi étant un gros fan de jeux de rythme, que ce soit comme tu disais à l'époque de la PlayStation, tous ces trucs là, c'est une déferlante. Ensuite tu as tout ce qui est Guitar Hero, tous ces trucs qui sont un petit peu après le Rhythm Paradise. Et moi quand j'ai vu un petit peu ce jeu, j'ai commencé à jouer un petit. Alors moi j'ai voulu me la jouer tranquille et faire en mode difficile. C'est la difficulté, faut le maîtriser quand même. Je comprends pourquoi tu dis que le pad de la Switch se prête bien à ce type de jeu. Je comprends tout à fait les petits boutons à place de la croix directionnelle. C'est mieux. Moi, je joue sur Steam avec une manette et c'est beaucoup moins intuitif que sur une Switch. C'est clair. Clairement, là, pour ce genre de jeu, faut y jouer au clavier sur PC. Ouais, c'est mieux au clavier. Je pense que c'est mieux au clavier, mais encore, du coup, je vais me le retenter, mais il est quand même assez. Il est tendu, quand même. Et encore, si t'as pas atteint encore le mode Chicken Republic, tu vas pleurer du sang. Ah ouais. Et tout à l'heure, tu parlais de la PlayStation, parce que du coup, on a enchaîné un embrayé directement sur le jeu quand tu étais époque Mega Drive, tout ça. Ensuite, tu as continué de jouer sur à l'époque PlayStation, tout ça. Et est-ce qu'aujourd'hui encore tu continues à jouer ou vraiment tu es à fond dans le boulot ou est-ce que tu as suivi le jeu vidéo au fur et à mesure des époques? Parce que tu vois, on a eu par exemple. J'ai une manette sur mon bureau. Alors, Voilà. Non, parce que j'ai remarqué que nous, on a eu Philippe Dessoli qui lui ne joue plus du tout, tu vois. On a eu des mecs qui ne jouent plus du tout. Est-ce que toi tu continues de jouer malgré tout C'est toujours une passion ou pas pour toi? Alors c'est une bonne question. Je joue toujours énormément. En plus, j'ai le luxe aujourd'hui de pouvoir d'avoir les moyens d'avoir toutes les consoles et les jeux que je veux. Donc du coup, c'est pratique. Alors j'ai moins de temps que quand j'étais gosse, mais j'ai plus de jeux. Voilà. Comme tout le monde, je te rassure. Hein. Ouais. C'est ça. Non, je joue encore beaucoup. C'est plus par phase, mais je joue encore beaucoup. Et surtout, c'est vital en fait, vu que
même sur le nouveau jeu ou même sur OSM, c'est majoritairement moi qui fais le game design. Là, sur le nouveau projet, c'est un petit peu différent parce qu'on y participe tous, mais c'est majoritairement moi qui le fais quand même. C'est hyper important de se nourrir même pour le travail, hein, c'est de la R&D, c'est hyper important de voir ce qui se fait, de prendre des idées à gauche, à droite. Il y a des jeux qui sont incroyables qui sortent encore aujourd'hui avec des idées ultra novatrices, ça sort encore. Mais contrairement à ce que certains disent, oui, parce qu'il y a beaucoup qui vont dire qu'actuellement les jeux ça tourne en rond depuis 15 ans, 20 ans, tu vois. Non, c'est pas vrai, non, faut juste savoir quoi chercher. En plus, Puis, en plus, ce qui est incroyable, c'est je trouve la fin de vie de la PS4. Moi, ça a été la meilleure année de ma vie de gamer, je pense. Franchement, on a eu une année de AAA qui tapait sur des trucs très indés. Death Stranding Ah oui, en tête. non, mais là, oui. Death Stranding. Mais voilà. Death Stranding, ça fait partie de ces trucs où ça a l'air d'être un jeu indé, quoi. C'est fait pour être un jeu indé, mais ça a la gueule d'un AAA. C'est une expérience. C'est une putain d'expérience. C'est poétique. Alors oui, c'est ça, mais après, il faut le creuser, le truc. Il y a beaucoup qui ont critiqué, qui vont dire ouais, il est beau, il tourne bien, parce qu'il n'y a rien dans le décor. Tu vois, c'est vrai que ça fait vite. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais c'est une ambiance, c'est tout à fait. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai découvert la PS4 sur le tard. Ces 3 dernières années, il y a des jeux, mais enfin, Death Stranding, c'est le dernier que j'ai terminé, mais j'étais sur le cul. Ça fait 1 an que je l'ai et je voulais pas y jouer encore. Je m'y suis mis, mais c'est une claque. Une claque. Ouais, mais du coup, je trouve que c'était très intéressant. Et là, je m'ennuie un peu en ce moment, c'est vrai, parce que le début de vie de la PS5, il est d'une tristesse. PS5 Xbox. Comme toutes les consoles. Comme toutes les consoles. C'est ça. 1 an après, quand même, ça commence à faire un peu long, quoi. Je regardais pour acheter des machines, Xbox ou PS5, tu peux pas. Là, il n'y a rien. Tu peux pas en acheter. Et voilà, 1 an après. Bon, je pense qu'il y a aussi l'effet Covid. Et comme ça, au début, mais t'as Noël aussi. Là. Les gens se sont jetés dessus. Ils ont acheté il y a 2 mois les cadeaux de Noël aussi. Tu vois, arrête. Avant, après, les machines, t'en avais partout. T'en avais dans les grandes surfaces. C'est vrai qu'un an après, c'est quand même un peu... Quand même. Et c'est pour ça que là, en fait, les jeux... typiquement PS5 ou Series X, pour l'instant, t'es pas prêt d'en avoir. Non, mais le problème c'est que les jeux PS5, il n'y a pas d'exclus. C'est des jeux que tu peux jouer sur PS4 qui sont upgrade PS5, tu vois. Donc l'intérêt est infime pour l'instant. À 2-3 exceptions près, quoi. Mais voilà, c'est ça. Des langues, peut-être. Oui, c'est le seul qui m'a marqué sur... Il veut s'acheter Halo Infinite sur truc, mais en fait, comme il n'est pas sur... Je sais pas s'il est sur la One classique Halo Infinite, je crois qu'il est que sur série. La série X. Et le problème, il ne trouve pas de machine, donc il ne peut pas acheter le jeu. Donc c'est complètement ça qui est dommage. Du coup, en ce moment, heureusement qu'il y a les indés pour relever un peu la barre, parce que c'est vraiment terrible ce qui se passe. Autant la fin de vie de la PS4, elle était incroyable, mais alors là, cette année, de début de lancement de nouvelle génération, c'est poussif. Et ça fait 1 an que c'est sorti. On a 1 an. Il n'y a pas vraiment de fin de vie de machine pour moi. Quand tu regardes bien, la PS4, il y a aussi les mêmes jeux, quoi que ce soit, et ça continue à sortir. Elle est toujours en vie. Tu étais une PS4 Pro, ça fait encore le taf largement. Large. Mais voilà, quoi. T'as toujours des trucs qui sortent, quoi. Et c'est pas fini, parce que tant que le marché ne sera pas inondé de PS5, les gens ne vont pas développer. C'est ça. Et justement, je voulais rebondir, François, sur le truc que tu disais, tu jouais beaucoup à tout pour voir ce qui se passe. Et ça, en fait, on l'avait vu dans un de nos lives, je ne sais plus qui dit ça, il nous avait dit, oui, c'est la mort. Si, en fait, pour nous, en tant que développeurs, si on ne joue plus, c'est difficile de faire des trucs chouettes, des trucs bien, parce qu'en fait, on est largué par rapport à ce que font les autres, et parce que ça va tellement vite. Et voilà. Et ce qu'il faut, quand les gens vous êtes obligés de jouer et puis savoir ce que font le voisin, quoi. Pas forcément pour copier, mais savoir les techniques de gameplay. Non, mais même, c'est un secteur artistique et créatif. Donc de toute façon, par essence, tu te nourris aussi de la création des autres. Mais c'est ça dans tous les domaines, le cinéma, la peinture. Quand tu es dans un art comme le jeu vidéo, tu es obligé de te nourrir un peu de ce que font les autres, ne serait-ce que pour des raisons de culture générale, en fait. Et puis, des fois, tu vas tomber sur un truc où tu vas dire « Ah, ça, c'est incroyable la façon dont ça a été fait ».
Et c'est pas en effet pour copier, c'est aussi pour étudier comment ça a été fait. Alors c'est vrai que malheureusement, du coup, j'ai plus le même regard sur le jeu vidéo qu'avant. Oui. C'est vrai que ça m'arrive de m'arrêter pour me dire ce shader d'eau là, il est incroyable. Comment je vais faire pour refaire à peu près la même chose. Et du coup, je m'arrête devant des trucs très techniques. Je vois des choses que voient pas les joueurs. Et c'est vrai que la magie a un peu disparu. Mais je joue toujours énormément. Mais ça, c'est cool parce que du coup, ça te permet de rester dans le coup aussi pour le développement des gameplays, enfin de la jouabilité, tout ça, pour vos prochains titres. Et parlons-en pour puis sur des trucs différents. Je sais pas s'il peut pas en parler. Il peut pas en parler. Alors, on peut pas en parler techniquement. On peut pas en parler. Ok, on a compris, mais t'as dit que c'était totalement différent. Voilà, on n'est pas du tout sur le même type de jeu. Pas du tout. Alors déjà, c'est pas un jeu de rythme. Très bien. Je peux le dire. C'est pas du coup Old School Musical 2. C'est pas dans l'univers d'Old School Musical. C'est vraiment un style de jeu complètement différent. Surtout, ce qui a changé, c'est que maintenant, on est 7 dans la boîte. On est financé par un éditeur, donc on a de l'argent. Ça, c'est bien pour développer l'activité. On va recruter encore bientôt, d'ailleurs. Donc voilà, on est une équipe solide maintenant, assez nombreuse. Ce qui nous permet de faire des jeux un peu plus ambitieux. Là, c'est un jeu sur lequel on est depuis 1 an et demi à temps plein à 7. Et on a encore 1 an et demi de prod dessus. Donc, c'est 3 ans de prod à temps plein pour 7 personnes. Donc, c'est des gros budgets. Ça fait du taf, quoi. C'est un gros budget. C'est bien. Parce que OSM, vous l'avez développé sur votre fric à vous, au final, sur votre temps, sur vos moyens. Et alors que là, ça met pas un peu la pression d'ailleurs de se dire que tu es financé par un éditeur et que tu n'as pas le droit de te planter ou quoi. Enfin, ça n'a pas mis une petite pression un peu, c'est bien parce que c'est plus souple d'avoir un financement, d'être à 7, de travailler pour un éditeur, mais est-ce que ça n'a pas rajouté une petite angoisse ou un petit coup de pression derrière Il y a des moments d'angoisse, je ne vais pas dire le contraire. Globalement, c'est quand même confortable parce que, en plus, on est avec le même éditeur qu'on était sur OSM. Donc, c'est des gens qui on a confiance, c'est des gens qu'on connaît, c'est des gens avec qui, enfin voilà, je les ai vus se lever le matin dans une chambre d'hôtel à San Francisco. Enfin, on a vécu des choses ensemble qui fait que c'est mon éditeur, mais c'est aussi des gens avec qui, voilà, on a fait partie de l'aventure. Eux, ils continuent de grossir aussi, ils nous emmènent avec eux, donc. On sait qu'on est dans un partenariat, en fait. C'est plus que juste un financement où ils attendent un retour sur investissement. On sait qu'on est aussi dans un truc où c'est une proposition un peu plus globale où ils ont envie de grandir avec nous, on a envie de grandir avec eux, donc ça se passe super bien là-dessus. Après, il y a forcément des moments d'angoisse parce que on a quelque chose qu'on n'avait pas sur OSM, c'est des dates limites. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a quand même un budget. Et puis, il y a une partie de financement public aussi, donc il y a tout un ensemble de choses qui fait qu'on a des dates et du coup on peut pas faire comme OSM et se dire on recommence tout à zéro et on terminera dans 5 ans. C'est pas possible. T'as un calendrier là et tu dis tel jour ça va être prêt, ça doit sortir quoi. Et ça c'est une commande. C'est une de vos commandes ou c'est vous qui avez fait le jeu? C'est vous qui avez proposé le nouveau jeu? C'est une commande de l'éditeur? On a passé 1 an à écrire le jeu, à préparer le prototypage, à faire vraiment tout ce qui est gameplay, à écrire tous les documents en fait du jeu et à faire des petits prototypes graphiques. L'éditeur c'est lui, hein. Oui, l'éditeur oui, mais pas le jeu. C'est les jeux qui sortent ça. Ça c'est tous les jeux qui vont sur Steam, hein, c'est ça. L'éditeur. Oui, tout à fait. Donc OSM à la liste. Mais ouais, du coup voilà, c'est vraiment très différent l'approche de ce qu'on fait aujourd'hui, mais c'est excitant. C'est surtout qu'on a c'est eux aussi on a beaucoup appris d'OSM. Et justement, sans parler de finances ou quoi que ce soit, le retour final de OSM, il s'est bien vendu. Est-ce que toi, tu as eu des chiffres en quantité de téléchargements, d'achats, ceci, cela ou pas, toi? Parce qu'en tant que créateur, tu vois, parce que nous, parfois, on n'a pas les retours de ça. Et toi, c'était bien possible. Alors moi, j'ai aucun problème
dropper tous les chiffres parce que je trouve que ça devrait pas être secret et qu'il n'y a aucun problème avec ça. Mais en France, le pognon, voilà. Ouais, mais enfin, nous, on n'est pas du tout dans cette mentalité-là, donc ça me gêne vraiment pas du tout. Après, c'était assez difficile de quantifier en nombre d'unités, c'est pas possible parce que il y a des choses qu'on a fait. Par exemple, on a fait un deal à un moment avec Amazon Twitch Prime. Et le jeu il était distribué gratuitement. Donc du coup, ils nous ont donné un gros chèque, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, pour mettre le jeu à disposition gratuitement pendant un mois à leurs utilisateurs. Mais du coup, on peut transformer l'argent qu'ils nous ont donné en équivalent unité chez nous. C'est ce qu'on a fait pour avoir une idée globale de ce que ça aurait donné. Mais c'est pas vraiment le nombre d'unités qui ont été vendues. C'est pas réel, quoi. Mais l'équivalent, c'est à peu près 20 000 unités. C'est bien. Oui, ce qui fait grosso modo à peu près, en rentrée pure pour nous, c'est autour des 80 000 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est absolument pas rentable du tout. C'est pas un très gros succès. Mais c'était bien dans le sens où on l'a fait sur notre temps libre, donc on n'attendait rien. Et du coup, ça nous a fait pas de l'argent de poche, parce que c'est des sommes quand même sympas. Mais quand c'est revenu dans la poche, c'était bien, mais ça valait pas les années. Si on avait dû se payer à ce moment-là, on ne serait jamais rentré dans nos frais, c'est impossible. C'est impossible. Personne n'aurait pu rentrer dans ses frais de 8 ans de développement avec le temps que vous avez passé. C'est sur n'importe quel jeu. À part sur GTA ou des choses comme ça. Voilà. Mais c'est encourageant. C'est encourageant, quoi. Ce qui est bien, c'est que ça nous a mis le pied dedans et on a montré qu'on était capable de shipper un jeu. En fait, du moment où tu sors un jeu, surtout sur console, tu montres que tu es capable de le faire. Et donc, du coup, là, plus personne ne te parle de la même façon, que ce soit tout ce qui est investissement public ou même les éditeurs, plus personne ne te parle de la même façon. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus facile après d'aller discuter pour décrocher des financements pour le prochain jeu. Après, il y a quand même énormément de prod aujourd'hui dans le jeu vidéo qui se font à perte. Et d'ailleurs, il y a un running gag où dans le jeu vidéo, on dit tout le temps que le premier financeur du jeu vidéo, c'est Pôle emploi. Parce que il y a énormément de studios qui se montent sur des gens qui quittent leur taf et qui profitent des 2 ans de chômage qu'ils ont pour l'utiliser, pour tenir bon jusqu'à la sortie du jeu. Donc en fait, on dit souvent que le premier investisseur du jeu vidéo, c'est Pôle emploi, mais c'est un peu vrai, parce qu'il y a énormément de prods qui se font à perte et qui se font avec des studios qui vont couler juste après le jeu, en fait. Il y a très peu de success story et de gros succès. Souvent, c'est la survie jusqu'au prochain jeu, quoi. Oui, c'est un peu dans tous les milieux artistiques, c'est un peu la même histoire, en fait. C'est vrai. Puis on croise les doigts pour que ça marche, pour que ce soit. Ah oui. C'est souvent ça. Ce qui est bien, c'est que nous, sur le nouveau projet sur lequel on travaille là, on est déjà rentable, puisque techniquement, le projet est déjà financé. Et on n'y a mis aucun fonds propre. Donc, du coup, ça c'est bien. On sait qu'on aura un salaire jusqu'à la fin de la prod. Et donc, du coup, tout ce qu'on touchera après, c'est du bonus. Donc, ça, c'est très, très sécurisant pour nous, pour tout le monde dans la boîte. Il n'y a pas de risque de notre côté, quoi. Parce que là, j'avais une question par rapport justement à votre statut actuellement. Vous êtes une entreprise, vous êtes indépendant, enfin, tu sais, par rapport au statut professionnel pur. C'est considéré comme quoi quand tu es dans la création du jeu vidéo? On est une entreprise, on est une SARL. Après, il y a plein de statuts. Il y a plein de statuts différents qui existent. Il y a Motion Twin, ils ont monté par exemple une Scope, donc une société où tout le monde est actionnaire. C'est pas le cas du tout. On est une SARL traditionnelle, on a déjà en CDI, en CDD, on travaille avec des freelances. Voilà, c'est une entreprise, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Voilà, c'est ça. Rien de particulier, c'est pas plus sexy du tout. Il y a pas de non, mais justement, moi je savais pas, tu vois, je connaissais pas le statut des développeurs ou quoi que ce soit. Si tu vois, je sais qu'il y en a qui sont freelance pour aider, qui sont en contrat exprès pour un jeu ou un truc comme ça, ou tu as des mecs qui vont être débuggeurs exprès pour on en a comme ça, par exemple, notre compositeur, vu qu'il travaille sur plusieurs projets en parallèle, il est freelance, équivalent mi-temps chez nous. C'est ça. Et par exemple, là, tu peux pas trop nous parler du jeu qui est en cours, mais si on doit te demander quel type de jeu tu rêverais de faire, quel type, par exemple, platformer, RPG, truc comme ça, toi, ce serait quoi ton... c'est malin ça. Hein. Non, mais c'est même pas pour pêcher. Par exemple, c'est quoi le type de jeu qui te touche le plus, toi? Tu sais, moi, par exemple, c'est un jeu comme Death Stranding ou Life is Strange, ce genre de jeu. Moi, je kiffe tout ce qui est les jeux comme
Beyond Two Souls, ces jeux comme ça, un peu narratifs, moi je surkiffe ça, tu vois, je prends un plaisir incommensurable. Toi, c'est quel type de jeu qui te fait le plus kiffer, quoi, tu vois, ou qui te faisait le plus kiffer? Moi, mon jeu préféré all time ever, c'est le jeu inspiré du niveau qu'on est en train de voir, c'est Breath of Fire 3 sur PlayStation 1. Je suis un énorme joueur de RPG. Final Fantasy et surtout Breath of Fire. Breath of Fire, c'est vraiment mon jeu de cœur. Et donc, voilà. En tout cas, le jeu que je fais actuellement me plaît beaucoup. Voilà. Non, mais justement, donc toi, Breath of Fire 3 sur PS1, ça a été une claque, quoi. Enfin, ça a été. C'est clair. Ouais, d'accord. C'est clair. C'est ces jeux-là qui m'ont fait découvrir les RPG. Et après, j'en ai fait énormément, même encore récemment, j'ai fait Bravely Default sur Switch, qui est sorti il y a pas longtemps. Ah oui. Fabuleux. Et pareil, ton futur jeu, tu seras sur une nouvelle console, Switch, PS4, PS5 On sait pas du tout. On sait pas du tout. On n'a pas de. Pour l'instant, nous, on travaille avec Unity donc, au niveau du moteur. Donc ça nous permet d'exporter le jeu facilement un peu partout. Ouais, c'est ça. Ouais, donc du coup, on n'a pas de préférence. C'est des deals qui se signent aussi au niveau de notre éditeur. Il y a des deals d'exclusivité au moins temporaires qui peuvent se signer avec des gros chèques à la clé. Surtout Xbox en ce moment qui signe des énormes chèques qui financent la quasi-intégralité des studios indés en ce moment. Avec le Game Pass. Paye bien le Game Pass. Et là, je suis en train de regarder la vidéo, là, le skill de fou qu'il faut pour ce niveau-là, quoi. C'est dingue. Ah oui, c'est fou. Faut du réflexe. Et puis, il y a différentes difficultés dans le jeu. Ah, je sais bien. C'est, Pas de la pub. Ah, c'est pas possible, ça. On est sponsorisé par Rougeur, voilà. On passe pas par Tipeee, on passe donc voilà. NordVPN aussi, voilà, n'oubliez pas. On passe partout là-dessus. Voilà, donc, et ouais, et donc du coup, il est toujours à 12,99 €, c'est ça, sur Twitch. Ça dépend des moments. Oui, c'est le prix de départ, mais après on fait régulièrement des promos. Je crois qu'en ce moment, quand on fait des promos, on le descend à 60%, quelque chose comme ça. C'est progressif en fait. Plus le temps passe et plus les périodes de promos sont élevées. Enfin, plus les pourcentages appliqués pendant les promos sont élevés. Et là, je crois qu'en ce moment, on a 60% de promos quand il est en promo. Et édition physique, jamais, quoi. Si, on en a sorti une édition physique. Ouais, mais limitée, quoi. C'était vraiment sur commande, quoi. Ouais, alors en fait, il y a un truc qui fait que si tu sors un jeu en démat à moins de 30 €, tu peux pas sortir en physique à grande échelle, c'est pas possible. La logistique, les coûts. C'est ça. En fait, personne veut sortir un jeu plus cher en magasin que ce qu'il est en digital. Et donc, pour avoir un minimum de coût de revient et que tout le monde s'y retrouve, il faut que le jeu en retail dans les magasins coûte au moins 30 €. Et donc, du coup, si tu sors ton jeu en digital à moins de 30 €, c'est mort. Tu n'auras jamais d'édition physique à grande échelle. Tu auras des éditions limitées chez Limited Run, Super Rare et compagnie. Ouais, voilà. Mais tu n'auras pas de distribution massive. Permanente, quoi, tu vois. Pas des trucs permanents officiels, quoi. Officieux, mais pas officiels. Ça, j'avais. Et alors, pour l'histoire, juste parce que cette anecdote m'a fait beaucoup rire, et je pense que pour ceux qui ont connu le jeu, ça pourra les faire rire aussi. Est-ce que tu peux nous raconter l'anecdote du Game Over? Parce que celle-ci, elle est quand même assez énorme. Ouais, le Game Over, c'est vraiment typique de l'ADN d'OSM. On a fait pas un jeu du tout pour le vendre, en fait. On a fait un jeu pour se faire plaisir et pour délirer. En fait, c'est un ami de l'IUT qui a très mal négocié son contrat. Mais je sais même plus comment ça s'est fait. La discussion elle a démarré, je sais même plus comment. Mais il s'est retrouvé à danser torse nu pour le game over du jeu pour punir visuellement les joueurs qui perdent, pour leur donner envie de ne plus perdre. Et en échange, tout ce qu'il voulait, c'était un kebab à la sortie du jeu. Donc, c'est le meilleur contrat. Best ever. Donc c'est lui qui danse, c'est le mec qui danse le torse nu, c'est ça? Ouais, c'est ça. On peut peut-être trouver une image. C'est typiquement l'animation d'un mème internet, quoi. Ah, mais totalement. Ce mec, c'est un mec. Et en plus, t'as l'image du gars qui danse, et puis t'as plein de petits gars qui dansent à côté, enfin, qui tombent sur les côtés. Faudrait essayer de trouver une image là sur YouTube en même temps pour
aux gens. T'as une fan, Élise Ramseyer. François, t'es plus beau. Bon, c'est peut-être quelqu'un que tu connais. Oui, c'est Élise, c'est notre graphiste 3D sur le projet actuel. Ouais. Ah bah coucou, merci. Élise. Coucou Élise, merci d'être venue, c'est cool. Mais carrément. Si tu as des anecdotes, tu racontes aussi, dis pas. Moi j'ai une anecdote, on parlait de la Mega Drive tout à l'heure et il y a une anecdote que j'ai avec la Mega Drive que j'aime beaucoup raconter. J'ai pas souvent l'occasion de la raconter, donc je vais la raconter ici. Donc moi je viens vraiment de la campagne bourguignonne pure et dure, une ville de 10 000 habitants, mais alors perdue au milieu de rien. Donc vraiment... voilà, pas très dense au niveau population. Et il y avait un magasin de jeux vidéo qui nous servait d'échange en fait, où on se faisait arnaquer quand on allait vendre nos jeux. Comme partout. Et voilà. Surtout pour les gamins. Ah bah oui. Et quand j'ai eu la PlayStation, j'ai revendu l'intégralité de mes jeux Mega Drive. Moi j'étais gamin, j'étais bête. On a tous fait ça, acheter notre console derrière. Et à l'époque, j'avais mon Game Genie. Alors, le Game Genie, c'est l'ancêtre de l'Action Replay. Et en fait, donc on avait une cartouche qu'on mettait dans la Mega Drive et par-dessus, on mettait une autre cartouche. Ça démarrait sur le Game Genie. Il fallait rentrer des codes qui étaient dans un petit livret pour faire des choses dans le jeu. Et en fait, moi, quand j'étais gosse, j'adorais essayer des codes au hasard qui n'étaient pas dans le livret et voir si ça faisait des trucs. Et des fois, ça faisait des trucs. Des niveaux spéciaux, des trucs. Et donc, du coup, je l'ai rajouté dans le livret. J'avais mon petit truc, machin. Et donc voilà, donc je revends ma collection et je sais pas, 15 ans plus tard, un truc comme ça, je vois un Game Genie dans un magasin, je me dis oh trop bien, comme dans mon enfance, je vais le racheter pour le mettre dans ma collection de jeux vidéo. Je rentre à la maison, j'ouvre le livret et là je vois mes notes. J'ai racheté le numéro. J'ai racheté 15 ans plus tard le Game Genie que j'avais revendu dans mon enfance. Trop génial. Et là il m'attendait. C'est hallucinant. C'est fou parfois, tu sais, on retombe sur des trucs qui nous ont appartenu. Moi, il y a 15 ans, j'ai revendu une demi-guitare à Paris dans un magasin. Et il y a 3 ans, je suis allé voir un concert des potes et je vois, il y a un mec qui a le même type de guitare, mais qui est ultra commune et tout. À part que la mienne, elle avait une trace spéciale, un défaut unique sur le match, un endroit. Et je dis, je peux rejouer Et en fait, je me suis rendu compte. Je dis putain, il y a la même trace. Et je dis on peut démonter à tel endroit, on a démonté. Il y avait mon nom écrit, gravé sur la plaque à l'intérieur de la guitare, quoi. C'est dingue, quoi. C'est mon ancienne guitare, c'est ma première guitare électrique. Je dis mais putain, à 700 bornes de là où je l'ai vendue, je la retrouve 10 ans après, quoi. Mais c'est ouf, ouais. C'est incroyable. Et ta console préférée, du coup, ça restera la Mega Drive, quoi. Enfin, de cœur, ouais. Ouais, console de cœur, ça sera Mega Drive. Et la PlayStation aussi, parce que j'ai quand même, et les portables fait mes armes dessus. Le Game Over, il y a le Game Over. Le Game Over. Ah, vas-y. Ouais, c'est vrai. Ah oui. Sur la gauche. Attends. Niveau portable, j'ai eu Game Boy, comme tout le monde, comme tous les enfants à l'époque avec Pokémon. Et puis j'ai eu PSP, PS Vita. D'accord. J'ai eu la 3DS très tardivement. Et puis la Switch maintenant. Qui est plus une console de salon que portable, hein, mais. C'est une hybride. Ça dépend des gens en fait. Ça dépend des gens. Ça dépend des trucs. Et là, on l'a vu, donc j'ai pas pu retourner en arrière pour regarder la vidéo. Sur le truc de Nintendo, on peut pas passer, on peut avancer le truc là. Et alors, ce qui est drôle avec ce Game Over torse nu, c'est que ça a fait énormément rire tout le monde, sauf les joueurs mobiles. Ah ouais. Quand on est arrivé sur mobile, on a reçu des menaces de mort. Ah bon? Les gens étaient un peu colères. Donc on se faisait insulter sur la page et tout. On a dû retirer le Game Over et en mettre un plus family friendly. Les joueurs Android n'ont pas apprécié la blague du tout. Mais pourquoi? C'est ça la question. Grossophobie ou? Je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais ça s'est très très mal passé. Donc, du coup, des menaces de mort, quoi. Pour ça. Voilà. Pour ça. Ah. N'importe quoi. En plus, il est drôle, heureux. Oui, il est beau, il est heureux. Alors que même sur Nintendo, sur Twitch, personne ne râle. Pourtant, c'est Nintendo. Oui.
Ah oui, non, mais ouais, alors, Nintendo, ils ont quand même bien changé parce que il y a des trucs dans OSM, vraiment. On s'est dit, ça passera jamais, c'est pas possible. Et ils nous ont rien dit du tout sur rien. C'est vraiment. Ah ouais, Et non, pourtant, à mais- l'époque, on a sorti le jeu, il y avait quand même des vérifications, ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui. Mm. Mais ils nous ont rien dit du tout, c'est incroyable. On a même fait une collab avec eux sur Mario quelques mois après, donc ils nous en veulent même pas de quoi que ce soit. Hein. On est vraiment en très bon terme avec eux. Donc non, ça s'est vraiment bien passé et on pensait pas parce que vraiment le jeu c'était compliqué. D'ailleurs, on avait une opportunité à un moment pour sortir en Chine aussi. Là, c'était pas la même. Par contre, du coup, on a Ah bon décidé Ah oui. d'abandonner au bout d'un moment parce Des que censures, tout ce ouais. qu'il fallait changer, c'était trop compliqué. Trop compliqué. Ah bah oui, oui, oui. Et Non, je veux pas, la route, c'est politiquement correct n'est pas pareil là-bas qu'ici, donc. Non, pas vraiment, non. Ouais. Attention, Ouais, c'est il y a la des Corée trucs. du Nord, quoi. Et puis il y a des trucs dans OSM qui passent moyen des fois sur certaines communautés. Par exemple, on a eu une, un test d'un site de presse catholique qui nous a Oh. allumé, mais alors allumé d'une violence. Et genre, ils ont des points de sainteté pour savoir si Ouais. le jeu est OK, Ouais, avec Dieu. si on va aller en Ouais, enfer ou validé pas, quoi. ouais. Ouais. Bizarre. Et on s'est fait Ah ouais. défoncer. Pourquoi? On Mais s'est fait pourquoi défoncer parce que il y a un des deux persos qui s'habille avec des robes Mhm. de temps en temps. Rob, il se met en princesse, il se met en machin. Donc ça, c'est pas passé du tout. Oh. Le cross gender, ça passe pas. Mhm. On s'est fait allumer aussi parce que à la deuxième cinématique, il y a un dialogue où il dit on va sacrifier des animaux. Voilà. Mhm. Hop, direct dans les points négatifs de la Même plus sainteté. que ça, hein. Ouais, non, Les c'est jours. ils nous ont défoncés. Ah ouais, Oh. c'est. Bon, bah, tu sais que t'iras pas, c'est pas le jeu de l'église. Ouais, Bah, c'est. bien, au quotidien. Hein. Ouais, putain, C'est- c'est ouf quand même. Tu sais, comme si les trucs catho, ils s'occupent des jeux vidéo, quoi. Ouais, Ah déjà, C'est C'est ouf, quoi. c'est clair. Tournamuro qui dit tu leur as allumé un cierge en retour. Ouais. C'est Et tu as eu de bons retours des sites spécialisés ou pas? Vous avez eu des bons retours? Je sais pas si jv.com, tout ça. Parce que la presse papier, bon, il n'y a plus grand monde qui la lit actuellement, mais tout ce qui est plateforme YouTube, tout ça, les influenceurs, il y a quand même eu d'assez bons retours sur le jeu. Ça aide beaucoup, ça aussi. Ouais. Bah alors c'est un vaste sujet. Déjà au niveau France, on a vraiment mis le paquet. On a fait tous les salons possibles, imaginables. On a mis une énergie dingue dans tout. On avait des bons contacts avec jeuxvideo.com. On a toujours des bons contacts avec jeuxvideo.com. C'est juste que les gens avec qui on avait des bons contacts ne sont plus chez jeuxvideo.com. oui, ça fait beaucoup. Et Pion notamment, qui a fait 2-3 reportages sur nous, mais on n'a pas eu de test à proprement parler. Mais on a eu des reportages. On a eu 3-4 vidéos sur jeuxvideo.com. Globalement, on a fait à peu près tous les sites de presse français, un peu américains, et surtout, notre éditeur, quelques semaines avant la sortie du jeu, nous dit on a signé un deal avec H2 Interactive en Corée, un distributeur coréen. Du sud, pas du nord. Parce que et, du coup, ils nous disent ils vont vous donner 1500 € de MG. Le MG, c'est le minimum garanti. C'est-à-dire c'est une avance sur vente en gros. Donc ils disent ils vont vous distribuer en Corée sur leur store à eux et ils se chargent de la traduction. Ils vous payent la traduction. On se dit on n'avait pas prévu de faire la traduction coréenne, mais on prend. Ils nous filent 1500 balles et puis c'est la promotion. C'est cool quoi. Et en fait, il y a l'équivalent du Squeezie coréen qui a fait une vidéo sur le jeu le lendemain de sa sortie. Et on s'est retrouvé propulsé. Qui sortait la même semaine, il y avait Tomb Raider. On était devant eux sur Twitch. On était le 3 ou 4e jeu le plus streamé de Twitch. Et du coup, aujourd'hui, 60% de nos ventes, c'est la Corée. En fait. Ah ouais. Donc, on a déployé une énergie complètement démentielle en France. Pour la France. Et en fait, 60% de nos votes, c'est un accident industriel en Corée. C'est terrible. C'est terrible. Comme quoi, c'est vraiment imprévisible en fait. Pourquoi il y a eu un accident, un incident industriel vis-à-vis de Tomb Raider? Non, c'est un accident industriel pour nous. C'est-à-dire qu'on n'avait pas prévu. C'est un accident heureux, un accident industriel heureux. Mais ça reste un accident industriel parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu du tout. C'était pas dans nos plans. C'est ouf, en Corée quoi. Ouais. Ah, c'est excellent. Et alors du coup, ce qui est terrible, c'est qu'on s'est fait un peu déposséder de notre sortie. C'est-à-dire que nous, on avait fait un plan. On avait vraiment mis une énergie de dingue en France. On avait envoyé des messages aux influenceurs. On avait fait nos kits presse. On avait un contact en fait très proche de tout le monde
avec Damdam, avec MV, avec vraiment on avait ce plan-là où on se disait on n'a pas beaucoup de moyens, mais on va vraiment créer un lien avec eux parce que c'est des gens qu'on aime bien, dont on aime le contenu et on a envie de faire un truc avec eux. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que la quasi-intégralité des streams qu'il y avait sur le jeu, bah, ils étaient dans une langue qu'on parlait pas. Et donc, on allait sur les streams et on comprenait rien. On savait pas si les gens aimaient le jeu, on savait pas si... Alors, ça avait l'air de leur plaire, mais on pouvait pas interagir avec eux. On essayait dans le chat de parler anglais, mais ça marchait pas très bien. C'est un truc brésilien et tout, tu sais. C'était terrible parce que du coup, autant avec l'anglais on pouvait se débrouiller, mais là avec le coréen c'était impossible. Et donc du coup on s'est senti un peu dépossédé de notre sortie parce que impossible d'interagir avec nos joueurs et avec les gens pour qui on a fait le jeu en fait. Donc c'était un peu terrible quoi. Il va falloir investir dans un personnel issu de la communauté coréenne pour bosser avec vous, quoi. Et puis voilà. Là, c'est sûr que sur le prochain jeu, on fera attention à nos fans coréens parce que, en plus, Mehdi, notre game over, a une petite notoriété là-bas. On le surnomme Kebabman sur tous les streams et. Salut Nico. On a Nicolas Perret qui arrive toujours à la fin. Voilà. Toujours à la fin. Voilà, c'est clair. Toujours à la fin, Nico. Hein. Dr JVT. Et toi, on va devoir décaler pour toi. Pareil, un ancien développeur qui est très. Un ancien développeur qui est venu chez nous. Très, très. Très bon. Et oui, tu disais en fait incident industriel. Moi, ça me fait penser un peu à mon assaut de jeux vidéo, la PGR, parce qu'en fait, je suis exactement dans le même cas, pas dès le début. C'était vraiment faire une assaut de jeux vidéo en fait local et local, quand même à 50 km à la ronde, trouver du monde et puis qui viennent faire des conventions. Et toute l'énergie qu'on a bouffée à mettre des flyers, des affiches. Partout, dans les grandes surfaces, aux sorties des grandes surfaces, à distribuer les flyers, ça je l'ai fait pendant 2 ans, ça. Ouais. Aux gens, quoi que ce soit, au truc. Et au final, c'est des gens de toute la France qui représentent à peu près 80% des gens en fait qui sont de Brest, de Belgique, de Paris, de Suisse, comme ça, un peu toute la France. Et en fait, ça représente 80%. Et les autres, en fait, représentent le local. Alors, tu comprends pas, quoi, parce que tu as fait tout ce qu'il fallait, et puis... ouais, c'est ça. C'est ça. La vie est bizarre, quoi. Amandine est revenue, voilà, ça revient oui. Et ça a coupé, j'ai eu peur. La Normandie Internet, quoi, c'est normal. Ça va, c'est la fibre, pourtant. La fibre bas de gamme, on va dire. Oui, bon, on n'a pas mieux, donc il faut faire avec. La fibroscopie, là, c'est la fibroscopie que tu as chez toi, Ça va. C'est clair. Mais franchement, c'est un bon truc. Et aujourd'hui, ils se vendent toujours OSM. OSM se vend toujours. Très peu. Je crois qu'actuellement, on fait moins de 1000 € par mois de vente. D'accord. Vraiment... On est sur la fin, on est sur la fin du. Oui, là, c'est la fin. Après, ce qui est bien, c'est qu'il a eu une très belle seconde vie parce qu'on a eu le deal avec Super Rare et le deal avec Amazon. La deuxième année de sortie du jeu, il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça nous a doublé le chiffre d'affaires du jeu, en fait. Ça a doublé tout ce qu'on avait gagné avec le jeu, ça l'a doublé en 2 deals. Donc c'était plutôt cool, surtout nous on s'attendait à ce que ça soit terminé. Et puis ça a ramené un petit peu de sous, donc c'était bien. J'adore l'argent. C'est bizarre. Et sur PS4, il n'est pas sur PS4 ou OSM, non, il n'est pas sur PS4 parce qu'à l'époque où on l'a sorti, il n'y avait pas vraiment de place pour les indés sur PS4. C'était trop marginal pour valoir le coup. Parce que les portages console, c'est quand même du taf. Même si le jeu est quasiment prêt pour la console techniquement, il y a énormément de choses à faire qui prennent beaucoup de temps. Parce que le pavé sensitif, de mettre un truc dessus, quoi que ce soit, il faudra adapter. Même pour le multi, tu es obligé de payer sur PS4. Enfin, c'est ça qui est terrible, c'est qu'autant la Vita avait une scène ND incroyable, autant la PS4, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est Xbox qui a tout raflé là-dessus. Et puis voilà. Le Game Pass, c'est dommage, le Game Pass OSM, ça pourrait très bien. C'était pas sorti le Game Pass quand on. Oui, mais aujourd'hui,
Ouais. Non, ce qu'ils veulent le Game Pass, c'est des jeux qui sont pas sortis ou qui sont pas sortis depuis longtemps. Par contre, ça paye vraiment bien. C'est vraiment un très bon modèle pour les développeurs en ce moment. C'est surprenant ça. Je sens j'avais peur que en fait ça soit qu'ils gagnent pas grand chose là-dessus, comme ça les mecs. Non, parce qu'en fait Microsoft ils arrivent avec des énormes chèques en fait en échange. Enfin, c'est même moi je trouve une chance d'être sur le Game Pass, mais en échange d'arriver sur le Game Pass, ils signent des énormes chèques, mais vraiment des énormes chèques. Donc c'est plutôt des très bons deals à plusieurs centaines de milliers d'euros, et à chaque fois voilà, c'est vrai que c'est une machine de guerre. Ça finance un bout de la prod, quoi. Le Game Pass, c'est une machine de guerre. Moi j'ai ça, c'est vrai que même mes enfants ils sont dessus, ils ont quelques jeux et c'est vraiment génial, quoi. C'est clair, quoi. Ouais. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour les magasins, mais bon, c'est l'évolution du truc, quoi. Oui. Mais bon, c'est des jeux que tu n'auras pas dans le magasin. C'est pas des jeux que tu aurais dans le magasin. Bah, surtout que Microsoft ne sort pas un physique ou distribue très mal ses jeux actuellement, donc. Après, oui. Moi aussi, ça me rend triste la disparition du physique, mais bon, on y vient. Oui, mais pour faire ce qu'ils en font, tu sais, des fois, maintenant, un jeu, tu ouvres la boîte, tu n'as plus de notice, tu n'as plus rien. Ouais, c'est ça, tu n'as plus le jeu, tu n'as plus la boîte, enfin, tu n'as plus rien en fait. Tu n'as plus de notice, tu n'as plus rien. Il faut acheter les collectors, quoi. Pour avoir du physique correct, il faut acheter les collectors. Je sais plus sur quelle chaîne je voyais ça. Avant, les jeux PC, tu sais, les big box, tu avais l'artbook dedans, le machin, le truc, c'était pas des éditions. Tu avais tout, enfin, faut arrêter, quoi. C'est pas Joueur du Grenier qui a sorti une vidéo comme ça. Back 4 Blood, tu vois, si, c'est ça, c'était sur Joueur du Grenier, t'as raison. C'était lui. J'ai acheté ça, Back 4 Blood, en version limitée, tu vois, c'est sympa, c'est un truc en acier. Voilà, là, c'est sympa, ça fait cool. Mais sinon, à part ça, si tu n'achètes pas les versions collector. C'est un DVD que tu mets dans ta bibliothèque, et puis voilà, c'est tout. Ouais, c'est une boîtier DVD standard que tu fous, et puis voilà. Donc, Et puis après, sur la galette, des fois, tu as la moitié du jeu. Parce que tu as des DLC Day One qu'il faut télécharger, sinon les jeux ils buggaient à mort. Et voilà. Donc ça veut dire, dans 20 ans, si tu veux faire du rétro gaming avec ça, tu ne pourras plus. Parce que tu mettras ton jeu dans la console, l'installeras, et en fait, tu n'auras pas les mises à jour, tu les auras plus. Et du coup, le jeu il marchera à moitié buggé. Voilà. Heureusement, il y a les émulateurs. Oui. Ouais. Voilà, il y aura les émulateurs. Il y aura le piratage qui sera, et malheureusement, où tu auras le jeu avec tous les DLC qui étaient inclus à l'époque, et bien sûr, là, ça marchera correctement. C'est ça qui est dommage, quoi. Voilà. Non, mais c'est super. Hello, Cyril. Ah, salut Cyril. Les copains, ils viennent tous à la fin, c'est dommage. Mais bon, il y a toujours l'Ardif qui marche bien, tout ça. Et chez nous, tout ça, c'est bien. C'est super. Est-ce que tu as des trucs à rajouter sur est-ce que tu veux te faire de la pub, des anecdotes, quelque chose à rajouter, François? Pas particulièrement, on est en pleine prod là, donc malheureusement les tuyaux de communication sont verrouillés, mais on aimerait bien pouvoir partager beaucoup plus sur ce qu'on fait. Ça fait déjà 1 an de pré-prod plus 1 an et demi de développement sur le projet, donc ça commence à être un peu long et un peu frustrant de ne pas pouvoir communiquer un peu sur ce qu'on fait, surtout qu'on est très content de faire ce qu'on fait en ce moment. Ça ressemble à ce dont je rêvais quand j'ai commencé à faire du jeu vidéo, donc c'est très très excitant, mais en même temps on n'a pas le droit d'en parler, on n'a pas le droit de montrer quoi que ce soit. Justement, parce que même je sais qu'il y a des clauses, des trucs comme ça où tu peux pas parler de comment ça se passe les contrats avec les éditeurs, mais généralement, tu dois peut-être nous dire, tu peux commencer à parler d'un produit combien de temps avant sa finalisation ou avant sa sortie, ou est-ce qu'il faut qu'il soit achevé avant de pouvoir en parler? Alors c'est vraiment complètement variable, ça dépend même des studios. Il y a même des studios qui font leur stratégie de faire parler de leur jeu avant d'aller chercher un éditeur pour créer un peu de hype et dire à l'éditeur, bah regardez, notre jeu, il intéresse déjà des gens. Le problème, c'est que quand tu fais ça, en fait, tu te verrouilles des deals avec les consoliers. Parce que Nintendo, Sony, Microsoft, eux, les jeux qu'ils veulent présenter dans leurs vidéos d'annonce, c'est des jeux exclusifs qui n'ont jamais été présentés, ils veulent l'exclusivité. Donc si tu veux pouvoir apparaître dans une vidéo de l'E3 ou dans une vidéo dans une grosse communication d'un consolier, il va falloir que tu verrouilles la communication de ton jeu, mais c'est pas une obligation. Il y a des studios qui vivent très bien en faisant l'absolu inverse. C'est complètement variable. Je sais que notre éditeur, eux, ils nous demandent à ce qu'on verrouille la communication. Et quand ils signent un jeu qui a déjà une petite notoriété, ils leur demandent de faire le ménage un peu pour le refaire disparaître un peu, histoire de ne pas se bloquer des possibilités au niveau market.
C'est dommage, Ouais. mais bon, on est un peu entre les deux. On a envie de. Donc là, ils nous ont autorisé, il n'y a pas longtemps, à ce qu'on commence à parler un petit peu sur les réseaux de ce qu'on fait, mais au niveau un peu technique. C'est-à-dire, on va pouvoir poster peut-être un ou deux bâtiments, on va pouvoir poster un arbre, on va pouvoir poster des trucs. Des éléments, quoi. Surtout dans les cas comme vous avez pour OSM, où vous changez la direction des trucs, les graphismes, tu peux pas balancer une hype, balancer un graphisme d'un truc et au final te retrouver avec un jeu qui est complètement différent. Il y a ça aussi le risque. Ouais. Tu vois, Oui. il y a peut-être ça aussi le risque Ouais. de hyper. Au final, le mec dit matin, c'est pas du tout ce qu'ils nous ont montré il y a 2 ans. Quoi. C'est peut-être ça aussi. Oui, c'est jamais de toute façon ce qu'on montre. Est-ce que vous avez une deadline? Pardon, je te coupe. Est-ce que vous avez à peu près un moment où ça va sortir ou pas du tout, ou c'est encore trop tôt? Nous, on vise mars 2023 pour la sortie. En tout cas, un petit peu. Donc c'est ce qu'on vise. Ça ne veut pas dire que c'est le moment précis où ça sortira. Ça sortira probablement 2-3 mois après. Mais en tout cas, nous, on vise d'avoir bouclé, envoyé le jeu, soumis au consolier et tout ce qui... Enfin, tout terminé en tout cas en mars 2023. Donc il nous reste encore un petit peu de temps. Mais plus tant que ça, mine de rien, ça file vite, vu la quantité de choses qui restent à faire dedans encore, c'est assez dense. Mais on avance et voilà, il nous reste encore quand même un bon bout de travail. De chemin. Ouais. Ok. Bon, bah c'est super. On va pouvoir passer à la question subsidiaire. Quoi. Avant de terminer, il y avait un truc que je voulais faire voir. On l'a vu tout à l'heure, mais on n'en a pas discuté. C'était ça. Ça, en fait, c'était le kit presse et en fait, avec la cassette, avec le lecteur SD. Oui, on la voit, elle est chouette. Le MP3, là, c'est ça. Hein. Ouais. Ça, c'est tout fait à la main. Encore une fois, avec très peu de moyens. Je crois que les kits presse, ils nous sont revenus à 2 € par kit presse, un truc comme ça. Ah ouais. Le découpage, on l'a fait à la main, on a fait le pliage à la main, on a fait. C'est artisanal. Hein. Ouais, c'était vraiment très artisanal, mais par contre, ça a marqué les esprits de ouf. C'est-à-dire qu'à Paris Game Week, on était les seuls à avoir Mais ça fonctionne, le lecteur MP3, il fonctionne vraiment. Ouais. En fait, tu branches un casque dessus et tu as 1h30 de la BO du jeu dessus. Donc, on s'est dit comme ça, ils pourront. Ça, donc c'est en plastique, c'est quoi? C'est en plastique? Ouais, c'est en plastique, ouais. D'accord, impression 3D. La présentation, j'adore. On dirait. Le sticker, c'est terrible. On dirait Astu-Jeu, les cassettes Astu-Jeu où il y avait les petits jeux. Oui, c'est ça. C'est génial. Et la boîte est exactement au millimètre près le format d'une boîte NES, du coup. Ça range parfaitement dans une ludothèque NES. Excellent. Les stickers, moi je surkiffe les stickers, c'est terrible. Ouais, les stickers, c'est trop bien. T'en as pas en rab? Vous en vendez pas encore sur un site ou quelque chose? Quand vous dites les stickers, vous parlez de... Là-bas, les petits trucs là où on voit le seal of quality dessin un petit peu, Chris. J'en ai sur mon bureau. Ah ouais, mais ça je kiffe. Je kiffe ça. C'est vrai qu'ils vous en envoyer si vous voulez. Ah ouais, moi je veux bien. Carrément. Il y en a un carton encore. Ah ouais, non, c'est génial ça. C'est trop bien. Ah ouais. C'est kitsch à mort. Et moi je colle ça sur une demi-guitare, obligé quoi. Je crois même que j'ai encore quelques lecteurs MP3, je peux peut-être vous en envoyer un ou deux. Ah bah ouais, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, c'est génial quoi. Putain. C'est pas mal. Mais tu m'étonnes que vous ayez créé la surprise à Paris Games Week, quoi. Vous êtes cassé le cul pour sacrifier le langage de l'époque. Mais c'est un bel effort, quoi. C'était l'obligation un peu. On avait la dalle. Ça, c'est clair que là-dessus, on n'avait pas beaucoup de moyens, mais on avait la dalle. Donc, on avait vraiment envie de ne pas avoir de regrets, en fait. Je voulais pas me dire plus tard qu'est-ce que ça aurait été si je m'étais donné à fond. Non, j'avais vraiment envie de cramer le truc jusqu'au bout et de me dire aucun regret. C'est derrière moi et voilà, que ça marche ou que ça marche pas. Voilà. Au moins, vous avez donné tout, quoi. Et tu vois, la preuve, ça paye. Hein. Si vous en êtes là aujourd'hui, parce que ça a marché pour le premier, donc bravo, parce que c'est pas évident. Et on souhaite que ça fonctionne encore longtemps derrière, quoi. On espère aussi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on fait notre nouveau jeu exactement comme on a fait OSM, c'est-à-dire avec un amour inconditionnel pour le jeu vidéo. On est des joueurs tous. De toute façon, c'est le critère numéro 1 pour le recrutement dans la team. Et de toute façon, le jeu vidéo, c'est un secteur dans lequel on vient majoritairement par passion, parce que c'est pas le secteur où il y a le plus de travail ni qui est le mieux payé. Donc c'est de l'argent, quoi. C'est clair. Ouais. Donc on y vient majoritairement parce qu'on adore ça. Et nous, vraiment, on adore ça. Et voilà, on fait ce jeu-là
avec tout l'amour qu'on a eu et qu'on a mis sur OSM, c'est exactement la même ligne. Ouais, oui, c'est vrai, il y a un petit côté Fez sur le perso. Exact. Il disait tout à l'heure. C'est moi qui ai fait le design, donc du coup, vu que je suis pas du tout graphiste, il fallait quelque chose de très simple, donc forcément, c'est un bonhomme blanc avec des bras, quoi. Voilà, ouais, puis ça passe très bien, ça passe super bien. Ça passe nickel. Et puis c'est un bon moyen de vendre des skins en DLC derrière. Un petit truc blanc. Oui, voilà, pour faire habiller, pour faire. Non mais, dis-toi qu'on, tout à l'heure je disais que j'adore l'argent, mais on a sorti 2 DLC, il y en a même pas un seul qui est payant. On est des catastrophes au niveau c'est vrai. Marketing. C'est terrible, on est nuls. Et pourtant vous êtes sur Nintendo, quoi. Vous êtes chez Nintendo, quoi. Les pros des trucs payants, quoi. D'ailleurs, très peu après nous, c'est Nintendo qui a mis en place cette règle-là. Je crois que c'est Nintendo. Maintenant, on n'a plus le droit de sortir de DLC gratuit. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Je crois qu'on n'a plus le droit de sortir de DLC gratuits. Sur Switch. En tout cas, on n'a plus le droit de les. Ah oui, non, c'est quand on sort des DLC gratuits, on n'a plus de mise en avant sur la homepage. Je crois que c'est ça. Parce que du coup, nous, on l'avait sorti gratuit et en échange, on s'est dit, bon, bah, ça nous fait remonter le jeu dans la homepage et donc ça va revendre le jeu et comme ça. Voilà, et je crois que maintenant c'est plus le cas. Du coup, Nintendo ils essayent de faire en sorte que les DLC gratuits ça existe plus vraiment. C'est pas visible, quoi. Il n'y a pas de vue dessus, quoi. En même temps, ça leur apporte pas d'argent, puis nous non plus d'ailleurs. Donc, je comprends qu'ils veulent pas trop de ça. Mais bon, on a sorti les DLC parce que ça nous faisait marrer, donc on s'est même pas posé la question en fait. On les a sortis gratuits parce que c'était le jeu de l'amour, donc voilà. Parti là-dessus. Le jeu de la passion. Ouais. En tout cas, c'est une belle histoire. Ouais, carrément. On arrive vers la fin de l'émission, du coup, là. Et oui. Donc, on a bien demandé ce que font les gens actuellement. Bon, voilà, donc je te laisse, Amandine, poser les questions. Et puis... Oui, du coup, les gars, alors on va commencer par notre invité François. Qu'est-ce que tu fais en dehors du développement Est-ce que tu joues à un jeu vidéo en particulier? Est-ce que tu regardes une série Qu'est-ce que tu fais de tes soirées? En ce moment, on vient d'acheter une maison dans laquelle je suis à la campagne, donc il y a beaucoup de travail à faire manuel dans la maison. Et oui, les travaux. Ça occupe, ouais, alors pas trop un petit peu, mais surtout même du rangement et voilà. Donc ça me prend pas mal de temps mine de rien. Et sinon, je joue à Forza en ce moment. Voilà, c'est ma parenthèse beauf biannuelle. C'est pas FIFA, ça va, ça passe. Oh, c'est pas loin, quoi. Mais voilà, c'est mon petit plaisir coupable. Donc là, le 5 est sorti, Horizon 5 est sorti, donc il est magnifique. Donc j'y joue de temps en temps. Je fais les saisons toutes les semaines. C'est dingue, quoi. Il est magnifique ce jeu. Forza, ouais. Alors après, le truc c'est que moi, j'ai joué à Forza Horizon 4 sur PC, et donc du coup, Forza Horizon 5, c'est Forza 4 au Mexique, quoi. C'est le même jeu. En fait. Je trouve pas particulièrement beau. Il me met pas de claque particulière. Par contre, le jeu est incroyable sur tout le reste, mais graphiquement parlant, il m'a pas fait. Par rapport au 4, c'est vrai que c'est un petit truc en plus, mais c'est pas non plus. Ouais, c'est pas ouf. Après, surtout que sur les dernières mises à jour de Forza 4, ils avaient rajouté tout ce qui est RTX et compagnie, donc au final, bon, c'est un peu le même jeu, quoi. Et série, non? Tu regardes pas? Tu regardes quoi? Série, TV, film? Série, non, en ce moment, c'est une bonne question. Je ne sais même pas avec ma compagne, je ne sais même plus sur quoi on est en ce moment. On n'a pas trop le temps en ce moment. C'est vrai qu'on a des journées un peu chargées. Donc, entre faire l'isolation et regarder Netflix, donc leur balance. Ouais, non, c'est vrai qu'en ce moment, on n'a pas trop le temps de se poser. C'est un peu triste. Mais non, ça va se calmer bientôt, je pense, le temps qu'on finisse de s'installer. J'ai eu un peu peur d'ailleurs aujourd'hui, puisque j'ai eu une coupure de courant. La vie à la campagne, c'est terrible. Je me suis dit, si ça m'arrive ce soir, ça va être terrible. Mais non. T'as mis la fibre ce soir. Ouais, c'est toi qui as eu des problèmes du coup. Oui, mais c'est pareil, j'habite au milieu de nulle part, donc bon, voilà, ça arrive. C'est la campagne. Ok, donc Forza en force. Xavier, toi, tu fais quoi de tes soirées?
Ouais, soirée, pas grand-chose, toujours un petit peu de musique. Un jeu, j'ai fini Astrobot Rescue Mission l'autre jour. Je joue Ok. beaucoup moins en ce moment. En série, j'ai découvert, là, chez un pote, Mike Tyson Mysteries, un dessin animé inspiré de Scooby-Doo avec Mike Tyson, qui est du nawak total, qui est génial. Ça, c'est vulgaire, c'est un cran au-dessus de South Park et de tout ce qui est Paradise Police. Mais c'est super sympa. Et puis, non, surtout de la musique en ce moment. Voilà, je gratouille. Voilà. Je joue, mais les consoles, pas grand-chose en ce moment. Voilà. Et si j'essaie de faire des génériques pour l'émission, et voilà, je bosse un petit peu sur Motion et des trucs comme ça. Voilà. Je découvre des logiciels qui me passionnent. Ah oui, les logiciels. Bon, Ouais. c'est super. Et toi, Chris? Bah, moi, justement, il parlait de paquets, François, et justement, avec les enfants, on joue, je vais vous faire voir, ce sera plus parlant. Je joue à ce jeu-là. Ça s'appelle Unpacking, justement, c'est sur le Xbox Game Pass. Et c'est un jeu, au début, en fait, dans la pièce, là, en fait, tu as des cartons. Et en fait, tout ça, c'est rangé dedans. Et à chaque fois, tu déballes. C'est tout con. Hein. Ça marche super bien. Et en fait, tu as une pièce, tu as une maison, donc là c'est tout le début, hein, en fait, tu n'as que 3 pièces, après tu as 4, 5, 6 pièces, vraiment comme une vraie maison, et tu dois tout ranger dans les pièces correspondantes. Et là, en fait, il y a la UI, il y a la 3DS qui est ici, tout ça, Ah ouais. et c'est génial. Et il n'y a pas de temps, quoi que ce soit, et le but, en fait, vous voyez, ils sont mal rangés. Hein. Sur la photo que j'ai mis, là, ils sont mal rangés. Ils sont dans le jardin. Ça. Plutôt pour que tes filles rangent leur chambre après, quoi, c'est ça, en fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais je trouve ça super. Moi, donc, du coup, la petite, elle est dessus aussi, la grande aussi. Moi, j'ai aussi mon compte aussi, donc je me fais quelques parties. Et justement, à chaque fois, les gamines, quand je suis en train de jouer, papa, c'est pas là. Il faut pas ranger ça là. Ça va là, ça va aller là. Sinon, tu vas être bloqué. Ça va être, et c'est sympa. Et franchement, une packing, ouais, voilà, oui, la cuisine. Voilà, et à chaque fois, vous avez des cartons comme ça. Et puis après, En fait, c'est les Sims sans personnage, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est tout con. C'est rigolo, en tout cas, comme ça jeu. marche super bien. Et justement, des vieux PC, ça dépend des époques, des années, mais c'est vraiment bien foutu. Et en fait, le but, c'est aussi de découvrir la famille qui vit dans cette maison-là. Et en fonction des objets qu'ils ont, et ben en fait, vous arrivez à comprendre ce qu'ils font et puis ce qui s'est passé dans cette famille-là, quoi, en fait. Les problèmes qu'il y a eu ou pas, en fonction des objets. Donc c'est vraiment bien foutu. C'est vraiment très très bien. Donc ça, un petit peu. Et puis Back 4 Blood, toujours avec les copains du Discord, où on se fait défoncer à chaque fois parce que c'est très compliqué. On arrive à un niveau où c'est dur. Voilà. J'ai acheté Far Cry 5 en ce moment qui est en solde sur PS4, 13 €. Donc voilà, j'avais pas Far Cry 5, j'avais fait le 4, j'avais fait ça va. Et puis voilà quoi, c'est pas mal quoi. Ghostbuster. Oh yes, c'est le lance-flamme de Far Cry 6, il faut obligé de le sortir pour. Excellent. Ouais. Il est beau. T'as chopé ça comment? C'était en. C'est le collector de Far Cry 6 en fait. Ah ouais, c'est ça, collector. Ah ouais, d'accord. Donc ouais, donc t'es fan de Far Cry. Donc, voilà. C'est ma deuxième parenthèse beauf biannuelle. Non, c'est pas beau. Non. C'est pas beau. Là, je te retiens. Non, Call of Duty, c'est bof. Far Cry, non, c'est bien. Moi, sur Far Cry, j'ai toujours un métro de retard. À chaque fois, les gens, quand on fait le 4, j'étais sur le 3, après j'ai fait le 4, et là, je suis sur le 5. Donc voilà, qui a l'air d'être très très sympa. Hein, c'est vraiment. C'est sympa. Le New Dawn, il te faut aussi. Ouais. Tout à fait. Donc là, 13 €, c'était intéressant. Bah, t'as bien fait. Faut en profiter. Tout à fait. Et toi, ma chère, t'es sûr? Rien du tout. Alors, si. Je suis sur la chaise déjà. Alors, en ce moment, je suis en plein dans les dossiers administratifs pour la reconversion professionnelle. Donc, ça me demande pas mal de temps. Et en pro, en hobby, j'ai mis un peu les jeux vidéo de côté. Je les reprendrai aux vacances parce que en ce moment, alors, je le fais pas d'habitude, mais là, je vais le faire parce que ça concerne pas que moi, cette histoire. Je suis en train d'écrire une petite chronique qu'on va présenter à 2, donc sur la chaîne d'un ami qui s'appelle Alex. Axel, pour
ceux qui connaissent sur le chat, et qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Point and Geek. Je parle de lui parce qu'il fait mon pote, mais il fait il fait des vidéos très quali, et j'ai la chance de pouvoir de pouvoir faire des choses avec lui. Donc voilà, en ce moment, je rédige notre prochaine chronique à deux, qu'on tournera probablement pendant les vacances de Noël. Et puis voilà, donc ça demande du temps parce que le sujet, je vais pas le spoiler là, le sujet, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me parle et que je trouve passionnant à faire. Donc voilà, ça me prend du temps et j'ai pas le temps de jouer, mais ça n'est que partie remise. Et aussi, nous, ça va changer aussi sur Micromanette, en fait, sur le. Voilà, on n'a pas parlé en début d'émission, mais en fait, on va changer un petit peu. On va pas changer l'émission sera toujours la même. On aura toujours des invités. Mais déjà, YouTube, en fait, on aura notre page Micromanette. On sera plus sur la page PGR. Donc, en fait, on sera sur la page Micromanette. Donc, de là, les gens qui nous suivent, n'hésitez pas à migrer, à venir justement sur cette page-là et puis justement à vous abonner. On passera les liens. Voilà, on passera les liens, ça va se faire dans les semaines à venir. Et puis justement, on aura le StreamYard, là on est intervenu en version gratuite parce qu'en fait on le partage avec des copains. Et là du coup, on sera en version pro, on aura notre logo, on aura une meilleure qualité d'affichage, on pourra vraiment intégrer ce qu'on veut. Donc voilà. Donc un peu de changement là-dessus sur Micromanette. Donc on est à la saison 2, toujours des invités de marque comme François. On remercie encore pour ce soir. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci mille fois. Et on t'invite d'ores et déjà à revenir pour la sortie de ton prochain jeu. Voilà. Quand ce sera avec plaisir, et puis peut-être avec le reste de l'équipe. Parce que là, on a une équipe de Rockstar, puisque je vous ai présenté l'équipe qui a travaillé sur OSM, mais il y a aussi toute l'équipe avec laquelle on est maintenant, où il y a donc mon associé et moi dans l'équipe principale d'OSM, plus le compositeur qui est en freelance sur l'équipe. Mais après, on a recruté de nouveaux talents qui sont absolument incroyables, avec qui on adore travailler au quotidien. Et ça, vraiment, c'est pareil, c'est des gens qu'on n'a pas encore pu mettre en avant vraiment parce que tout est secret, tout est gardé sous cloche pour l'instant. Ouais. Mais dès qu'on aura l'occasion d'en parler, ça sera avec plaisir de vous montrer ce qu'ils font, parce que c'est vraiment, vraiment incroyable. On est sur quelque chose moi qui m'excite énormément, et où j'ai vraiment envie de le montrer à tout le monde, et j'ai vraiment envie que ça sorte. Mais il reste encore un peu de temps, donc ce sera avec plaisir en tout cas que je reviendrai et que peut-être qu'on reviendra. Ben ouais, si là on est toujours là, et si on continue toujours, mais bon, pour moi, j'espère qu'on aura toujours la même envie de Micromanette, et puis qu'on continuera, et ce sera avec plaisir de t'avoir. Ouais. Ah mais carrément. Et puis toujours remercier aussi les gens qui nous regardent, qui nous suivent, et puis qui sont toujours fidèles au poste. On a des bons retours, ça fait plaisir d'avoir des retours une semaine après sur une vidéo qu'on avait fait une semaine avant. Oh, merci, c'est super. Comme ça. Ouais. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, positifs ou négatifs. C'est comme ça aussi qu'on évolue dans les choses. On n'est pas fermé à ça. Donc ça fait plaisir. Positif ou négatif, ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. Au contraire, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on évolue. Donc voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, merci une fois à tout le monde. Merci encore François pour ton intervention. C'était super. Et à tout le monde, tous les gens du chat. Voilà. À bientôt, à dans 15 jours pour un nouveau Micromanette. Le jeudi, là, exceptionnellement, on était le mercredi, mais sinon c'est tous les jeudis. On va essayer de se caler toujours sur les jeudis. Voilà. Donc dans 15 jours, on aura quelqu'un encore, très talentueux. Ça, c'est j'en doute pas. Voilà. Et voilà. Reste avec nous, François, en offline, et puis les autres, à très vite. À dans 15 jours, et merci à vous d'être passés. Merci. Merci beaucoup. Ciao. Bye.